Ne les touchez pas. C'est tout ce qu'il le dit. 3 mots, même pas prononcés fort, et 3 hommes ont reculé sur un trottoir fissuré de South Boston, comme si l'air lui-même venait de changer. Il était presque 11 heures du soir. Le genre de nuit où les lampadaires clignotent sans vraiment s'allumer, où la pluie n'est pas assez forte pour justifier de courir, mais assez froide pour vous rappeler que vous êtes dehors trop tard. Elise Marrero rentrait de chez elle avec 3 enfants de 5 ans en pyjama. Elle venait de les récupérer chez Madame Pack, au-dessus de la laverie. Le dos de la vieille dame l'avait lâché. Elle ne pouvait plus les garder pour le reste de la nuit. Alors, les voilà. 3 enfants qui auraient dû dormir depuis des heures, traînant les pieds sur un trottoir humide dans un quartier qui ne pardonnait pas d'être dehors si tard. Micah devant, parce que Micah était toujours devant. La mâchoire serrée, comme un enfant qui a décidé il y a longtemps qu'être l'aîné de 2 minutes signifiait quelque chose. Sawyer blotti contre sa hanche, silencieux pour la première fois de la journée. Ce qui voulait dire qu'il avait peur. Et Blythe derrière, la plus petite, celle qui parlait à peine mais qui observait tout. Elle serrait un lapin en peluche comme si c'était la dernière chose sûre au monde. 3 hommes étaient sortis de l'ombre. L'un d'eux a attrapé le poignet d'Élise. Il a dit quelque chose sur le fait que le quartier devait certaines choses à certaines personnes. Elle n'a pas crié. Elle s'est interposée entre lui et ses enfants et reste restée là. Parce que crier coûte de l'énergie. Et elle avait appris il y a des années à dépenser la sienne là où ça comptait. Puis, il est arrivé. Pas en courant, en marchant, lent et sûr de lui, ou comme si la rue lui devait quelque chose. Grand, large, un manteau sombre. Une cicatrice le long de sa mâchoire gauche sur laquelle personne ne posait de questions 2 fois. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a juste parlé. Et les 3 hommes ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été là. L'un d'eux l'avait reconnu. Elle l'a su à la façon dont son visage est devenu blanc avant qu'il ne se retourne et ne s'éloigne rapidement. La rue est redevenue silencieuse. Juste la pluie et des respirations. Et 3 petits cœurs qu'elle sentait battre à travers leurs pyjamas. Il s'est accroupi, à hauteur des yeux de ses enfants, calme comme du béton. Et il a sorti « Vous trois, ça va ?» Sawyer le fixait. Michael le fixait encore plus intensément. Et Blythe, sans un mot, a lâché le manteau de sa mère. Elle a marché droit vers lui. Et elle a enroulé ses 2 mains autour de 2 de ses doigts, comme si elle avait attendu exactement cette personne toute sa vie. Il a baissé les yeux sur cette petite main qui tenait la sienne. Et quelque chose a traversé son visage qui n'avait rien à y faire. Quelque chose de doux, de vulnérable. Disparu en une demi-seconde, mais Élise l'a vu. C'est là que cette histoire commence. Pas avec le danger, pas avec le sauvetage. Avec une fillette de 5 ans en pyjama qui a regardé un étranger dans le noir et a décidé qu'il était à elle. Ce qu'Élise ne savait pas encore aurait tout changé là, sur ce trottoir. Mais nous y viendrons. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que cette histoire va vous marquer. Maintenant, retournons dans cette rue trempée par la pluie, où Élise regardait d'un homme qu'elle ne connaissait pas, et où sa fille tenait sa main, et personne ne lâchait prise. Élise ne voulait pas qu'il vienne avec eux. Elle l'avait dit clairement, ou du moins elle pensait l'avoir dit clairement. Mais 3 enfants en pyjama sur un trottoir humide près de minuit à South Boston, ce n'était pas le moment pour la fierté. Et cet homme venait de faire disparaître 3 hommes adultes avec rien d'autre que sa voix. Alors, quand il a dit « Laissez-moi vous raccompagner », elle a hoché la tête. Parce que parfois, hocher la tête n'est pas une faiblesse. C'est savoir quand arrêter de se battre seul. Ils ont marché. Blythe tenait toujours 2 de ses doigts et il ne s'est pas retiré. Il a seulement ralenti son allure pour que ses petites jambes n'aient pas à se presser. Sawyer marchait à côté de lui, le regardant avec des yeux encore grands ouverts par ce qui venait de se passer. Il a demandé « Êtes-vous un super-héros » Il a baissé les yeux vers lui. « Non. » Sawyer a froncé les sourcils. « Mais vous les avez fait partir. » Ça ne fait pas de quelqu'un un super-héros. Micah, marchant un peu en avant, ne s'est pas retourné. Mais sa voix a traversé l'air froid et humide, clair et ferme. Les super-héros portent des capes. Vous n'avez pas de cape. Un silence a suivi. Vous êtes mieux sans. Élise a regardé son fils, 5 ans, sérieux comme seul un enfant peut l'être.
Pourtant, avec la gravité de quelqu'un qui avait vécu bien plus longtemps que son âge. Elle ne savait pas si elle devait rire ou s'inquiéter, car il l'avait dit comme s'il avait pesé soigneusement sa pensée avant de parler. Il n'a pas répondu à Micah. Il a seulement fait un très léger signe de tête, comme si l'approbation d'un enfant de 5 ans était quelque chose qu'il recevait vraiment. Ils ont tourné dans la ruelle menant à son immeuble. Il l'a vu immédiatement. Pas parce qu'il le cherchait, mais parce qu'il était le genre d'homme qui voyait tout, même quand il ne le voulait pas. La cage d'escalier n'avait pas de lumière. Pas une lumière faible. Aucune lumière du tout. Juste l'obscurité qui s'étendait du premier au troisième étage. Et l'odeur humide d'un immeuble trop fatigué pour tenir debout. La serrure de la porte d'entrée était tordue. Une légère poussée suffisait à l'ouvrir. Pas besoin de clé. Il n'a rien dit. Ils ont monté. 3 étages. Élise a pris Bill Light dans ses bras à partir du 2e étage. La petite fille avait commencé à s'endormir debout, son lapin en peluche pendant mollement d'une main. Micah montait une marche à la fois avec un soin méthodique. Une main contre le mur car il n'y avait pas de rampe dans la partie centrale. Sawyer a trébuché sur la dernière marche et s'est relevé avant que quiconque puisse l'aider. Il a tout vu. L'appartement était petit, propre, tellement propre qu'il a tout de suite compris de quel genre de propreté il s'agissait. Le genre de propreté créé par quelqu'un qui se bat contre des circonstances, à travers chaque détail qu'elle pouvait encore contrôler. Le sol avait été lavé. Les chaussures des enfants étaient alignées à la porte. Les livres sur l'étagère étaient rangés par taille. Mais au milieu de cet ordre, il a vu ce qui manquait. Il n'y avait que 4 chaises de cuisine, et l'une avait un pied branlant calé avec un morceau de carton plié. Le réfrigérateur bourdonnait avec le son las d'une machine qui travaillait aussi dur que possible pour ne pas mourir. Les rideaux des fenêtres étaient des drops de lit blanc fixés avec des clous. Sur le mur de la cuisine, il y avait 3 dessins au crayon tenus par des aimants en forme de fruits. L'un représentait un soleil, un autre un chat, et le dernier une maison avec 5 personnes devant. 2 adultes et 3 enfants. Même s'il n'y avait jamais eu de deuxième adulte dans cette maison. Il a regardé ce dessin pendant exactement 2 secondes. Puis il a détourné le regard. Elise a couché Blythe sur le lit dans la chambre des enfants. Une seule chambre pour eux 3. 2 petits lits rapprochés et un matelas par terre. Sawyer s'est enroulé dans sa couverture sans qu'on le lui dise. Micah s'est allongé aussi, mais ses yeux sont restés ouverts, fixés sur l'embrasure de la porte où il se tenait. Elise est revenue. Il se tenait à la porte de l'appartement. Un couloir sombre derrière lui, une faible une faible lueur jaune de la cuisine derrière elle. « Merci, dit-elle, pour tout ce soir. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas. » Elle s'est arrêtée là. Elle n'a pas fini la phrase, parce que la finir aurait signifié y penser. Et elle ne pouvait pas y penser maintenant. Il a hoché la tête. « Verrouillez la porte derrière moi, dit-il. » Ce n'était pas une demande. Plus doux que ça, mais ce n'était pas non plus une suggestion. Il s'est détourné. Il n'avait fait que 2 pas dans le couloir sombre quand cette petite voix s'est élevée derrière lui. « Blythe !» Elle était sortie du lit sans que personne ne s'en aperçoive. Elle se tenait derrière sa mère dans l'embrasure de la porte, son lapin en peluche traînant sur le sol, ses yeux fixés sur son dos. « Reviens. » 2 mots. Sa voix n'était pas forte. Elle ne pleurait pas. Elle n'exigeait rien. C'était seulement une enfant de 5 ans, debout dans le noir, disant à un étranger ce qu'elle croyait être vrai. Il a arrêté de marcher. Il ne s'est pas retourné. Son dos est resté droit. Il est resté ainsi pendant un long moment, puis il a continué son chemin. Élise l'a regardé disparaître dans l'obscurité de la cage d'escalier, puis elle a baissé les yeux vers sa fille. Blythe n'a pas pleuré. Elle est seulement restée là, à regarder l'endroit où il avait disparu, avec l'expression de quelqu'un qui venait de décider quelque chose de très important, et qui attendait maintenant que cela devienne réel. « Allez, ma chérie, dit doucement Élise. Au lit. » Elle a pris sa fille dans ses bras, a verrouillé la porte, l'a vérifiée à nouveau. Dehors, il est monté dans la voiture noire garée au bout de la rue. La portière s'est refermée. Finch était assis au volant. Il ne regardait pas dehors, ne demandait pas ce qui s'était passé. Il observait seulement le visage de l'homme sur la banquette arrière à travers le rétroviseur. Le silence s'est étiré pendant 4 secondes, puis Finch a parlé. « Ne fais pas ça. » Un seul mot. Colt n'a pas répondu. Finch a démarré la voiture. La pluie tombait sur le pare-brise.
Personne n'a dit un autre mot pendant tout le trajet du retour. 3 jours plus tard, Colt était assis au bureau, dans une pièce derrière un restaurant de fruits de mer à Dorchester. Un restaurant qui, sur le papier, appartenait à un homme qui n'existait pas. Et Owen Hale a posé une liste devant lui. Une liste de foyers de South Boston forcés de payer une protection mensuelle aux hommes de Ray Sutton. La laverie d'une vieille femme coréenne nommée Pac. L'épicerie du coin sur la 3e rue. Une cordonnerie qui s'était mise à vendre du café car elle n'avait plus assez de clients. Et un appartement au 3e étage sur Emerson Street où vivait une femme seule avec ses 3 triplés. Colt a regardé la liste. Son expression n'a pas changé. Il a repoussé le papier vers Owen et lui a dit « Ce pâté de maison est à nous maintenant. Chaque bâtiment. Assure-toi que les gens de Sutton comprennent qu'ils ne marchent plus dans cette rue. » Owen a hoché la tête et n'a rien demandé d'autre. Parce qu'Owen n'était pas un homme qui posait d'autres questions. Mais Finch, debout près de la porte, les bras croisés sur la poitrine, a regardé Colt, de la seule manière qu'un homme qui a suivi quelqu'un pendant 15 ans pouvait le regarder. « Tout le pâté de maison, » a dit Finch. Ce n'était pas une question. Colt n'a pas levé les yeux. « Tout le pâté de maison. À cause du territoire. À cause du territoire. » Finch n'a rien dit de plus, mais la façon dont il a fermé la porte derrière lui en quittant la pièce en disait plus que n'importe quelle phrase. Cet après-midi-là, Colt est allé à la laverie. Il ne savait pas exactement pourquoi il y était allé en voiture. Au lieu de laisser Owen tout gérer comme il le faisait d'habitude, il s'est dit qu'il devait inspecter la nouvelle zone en personne, que c'était une question de territoire, qu'il faisait ça pour chaque nouveau pâté de maison. Il savait que c'était un mensonge, mais il était très doué pour se mentir à lui-même. Il s'était entraîné toute sa vie. La laverie de Mme Pack se trouvait au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble en briques. Des lave-linges industriels vrombissaient à l'arrière, et l'odeur de savon chaud se répandait jusqu'au trottoir. Il a poussé la porte et est entré. Mme Pack se tenait derrière le comptoir, le dos toujours douloureux. Elle l'a regardé de haut en bas, avec les yeux de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps, pour ne faire confiance à aucun homme en manteau cher entrant dans une laverie à 4 heures de l'après-midi. Il n'avait même pas eu le temps de parler quand un cri a éclaté du coin de la pièce. « Maman! Le monsieur qui est pas un super-héros est là! » Sawyer. Le garçon était assis sur le sol carrelé au milieu d'une pile de linge non pliée. Ses yeux brillaient, sa bouche fonctionnait déjà à plein régime. Micah était assis à côté d'une petite table en plastique, un cahier d'écriture ouvert devant lui. Les lignes remplies de lettres inégales, essayant encore de se former. Il a levé les yeux quand Colt est entré et n'a rien dit. Il l'a seulement regardé et a fait un bref signe de tête, le genre de signe de tête qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas savoir faire. Mais Micah le savait, et Blythe, elle était assise dans le coin le plus éloigné de la laverie, sur une chaise en plastique blanc trop grande pour son petit corps. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle dessinait quelque chose avec des crayons au dos d'un bon de commande de blanchisserie. Elle a levé les yeux quand il est entré. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas crié. Elle l'a seulement regardé avec des yeux qui semblaient dire « Je t'avais dit de revenir ». Élise n'était pas encore là. Son service commençait à 5 heures, et les enfants attendaient ici parce que Mme Pack les gardait gratuitement. En échange, Élise faisait des heures supplémentaires non payées chaque samedi. C'est ainsi que tout fonctionnait dans la vie d'Elise Morrow. Tout était un échange. Tout avait un prix. Rien n'était gratuit. Sawyer n'a pas attendu d'être invité. Il a traîné une chaise en plastique à côté de Micah et a tapoté le siège en regardant Colt. « Assieds-toi. » Colt a regardé la chaise en plastique blanc qui lui arrivait à peine aux genoux, puis il s'est assis. Ses genoux lui arrivaient presque au menton. Sawyer avait l'air satisfait. « Micah n'arrive pas à faire le W », annonça Sawyer comme si c'était une affaire d'importance nationale. « J'arrive à faire le W », dit Micah, sa voix plate et ferme. Il n'a juste pas l'air correct pour l'instant. Colt a regardé le cahier. Le W de Micah ressemblait à une chaîne de montagne fondant sous la chaleur. Il a pris le crayon, a écrit un W lentement dans le coin de la page, puis a repoussé le cahier. Il n'a pas expliqué comment le faire. Il l'a seulement montré. Micah a regardé, puis a regardé à nouveau, puis a écrit. Cette fois, le W ressemblait à un W. Micah n'a pas souri, mais son dos s'est redressé un tout petit peu. Sawyer, parce que Sawyer ne pouvait permettre à aucun moment d'exister sans que sa voix ne s'y trouve, s'est penché sur la table. « Vous avez un travail? »
Colt l'a regardé. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Un temps de silence a suivi. Le genre de silence que si Finch avait été là, il aurait immédiatement reconnu comme Colt choisissant ses mots avec grand soin. Je résous des problèmes. Sawyer pencha la tête. Comme un plombier? Quelque chose comme ça. Les plombiers ont des outils, dit Micah, toujours sans lever les yeux de son cahier. Des gros, comme des clés à molette. Il a des outils, dit Blythe. Sa voix était faible, venant du coin de la pièce, sans lever les yeux de son dessin. Ils sont juste différents. La laverie est devenue silencieuse. Les machines tournaient toujours, mais personne ne les entendait. Sawyer ait regardé Blythe. Micah ait regardé Blythe. Colt ait regardé Blythe. Elle continuait de colorier comme si elle venait de dire la chose la plus ordinaire du monde. Personne ne savait à quel point elle comprenait. Peut-être rien de spécifique. Peut-être tout, comme le font souvent les enfants silencieux. Pas par les mots, mais par l'air. Par la façon dont les adultes respirent. Par les choses que personne ne dit à voix haute. La porte du fond s'est ouverte. Élise est entrée depuis l'arrière-salle, les cheveux attachés haut. Le tablier de la laverie déjà enfilé, une liste de commandes à la main. Elle s'est arrêtée net dans l'embrasure de la porte. Elle a vu Colt Brennan assis sur une chaise en plastique blanc qui lui arrivait à peine aux genoux, au milieu d'une laverie lourde de l'odeur de savon. À côté de ses 3 enfants, un crayon à la main et la lettre W écrite sur la page du cahier. Elle ne savait pas comment elle était censée réagir. La colère ne convenait pas, car il n'avait rien fait de mal. La gratitude non plus, car elle l'avait déjà remercié et ne voulait pas se répéter. Lui dire de partir était impossible. Ses 3 enfants ne le permettraient pas. Alors, elle est restée là, dans l'embrasure de la porte, une main tenant la liste de commandes. Regardant un homme dont elle ne savait rien, sauf qu'il avait sauvé ses enfants et leur apprenait maintenant à écrire. Et elle a pensé que c'était probablement le moment où elle devrait dire quelque chose. Mais elle ne trouvait pas un seul mot qui lui semblait juste. Alors elle est seulement restée là et a laissé le moment parler de lui-même. Il est revenu ce jeudi-là, puis samedi, puis le mardi de la semaine suivante. Au début, il n'y avait pas d'horaire clair, seulement le simple fait qu'il apparaissait. Et chaque fois qu'il apparaissait, il apportait avec lui quelque chose qui manquait à l'appartement du 3e étage. La première fois qu'Élise a réalisé que les lumières de la cage d'escalier avaient été réparées, c'était un soir en rentrant du travail un peu avant 11 heures. Elle avait monté ses escaliers dans le noir pendant 8 mois, une main contre le mur, comptant les marches, 24 du 1er au 3e étage, sachant par cœur laquelle était inclinée, laquelle grinçait, laquelle il valait mieux sauter. Mais ce soir-là, elle a ouvert la porte de l'immeuble et la cage d'escalier était éclairée. Pas brillamment, juste une lumière jaune et chaude provenant de nouvelles ampoules à chaque étage. Assez pour voir les marches, assez pour qu'elle n'ait pas à compter. Elle s'est tenue au bas des escaliers et a levé les yeux. Puis elle a demandé au voisin du 2e étage. « Un type en manteau sombre, a-t-il dit. Il est venu dans l'après-midi, n'a pas dit un mot, a réparé les 3 lumières et est parti. » Elle n'a pas appelé Colt pour le remercier. Elle n'a pas appelé Colt pour lui crier dessus. Elle est seulement restée là, dans cette cage d'escalier éclairée, et elle a ressenti quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom, et n'était pas sûre de vouloir en trouver un. La semaine suivante, c'était la serrure. Elle est rentrée chez elle et a trouvé une enveloppe blanche glissée sous la porte. À l'intérieur, il y avait 2 nouvelles clés et rien d'autre. Pas de mots, pas de nom, pas de numéro de téléphone. Mais quand elle a essayé la porte, la serrure avait été remplacée. Solide, lourde dans la main, du genre qu'elle savait ne pas pouvoir se permettre. Elle voulait être en colère. La colère était plus facile. La colère était quelque chose qu'elle savait gérer, qu'elle gérait depuis 5 ans à élever seule ses enfants. En colère contre le père de ses enfants qui n'était jamais apparu. En colère contre le propriétaire qui ne voulait pas réparer la serrure. En colère contre elle-même de ne pas avoir assez d'argent pour la réparer toute seule. Mais il ne lui donnait aucune raison d'être en colère. Parce qu'il ne demandait rien en retour. Il n'a pas laissé de numéro de téléphone. Il n'a pas frappé après pour demander si elle avait remarqué. Il n'est pas resté là à attendre des remerciements. Il l'a seulement réparé et est parti. Puis est venue la nourriture. Elle l'a découvert parce que Sawyer ne savait pas garder un secret. « Madame Pack nous a donné du poulet », annonça Sawyer au dîner. Le bon poulet et du gratin de macaroni.
et ses petites brigues de jus avec les pailles qui ne se plignent pas. Elle a regardé les enfants. Tous les trois mangeaient avec le genre d'enthousiasme qu'elle ne voyait que lorsque la nourriture était meilleure que d'habitude. Elle a appelé Madame Pack. « Quelqu'un a-t-il déposé de la nourriture pour mes enfants? » Un silence d'un instant. Puis Madame Pack, de la voix directe qu'elle utilisait pour tout, d'un incendie à une pénurie de lait, a dit « Il a demandé ce qu'ils aimaient. Je lui ai dit que ce n'était pas mes affaires après ça. » Elle savait qui était il, et elle savait qu'il avait demandé à Madame Pack au lieu de lui demander à elle, parce que lui demander à elle aurait signifié qu'elle refuserait. Et il avait appris assez vite qu'Elise Morrow refusait tout par instinct. La troisième semaine, il a commencé à venir les mercredis soirs. La première fois qu'il lui a envoyé un texto, c'était un seul mot. Dehors. Pas de point, pas d'explication, juste dehors. Et quand elle a regardé par la fenêtre, il se tenait sur le trottoir avec 2 sacs de courses. Pas d'un restaurant, du marché, des légumes, de la viande, des pâtes. Le genre de choses que les gens achètent quand ils ont l'intention de cuisiner. Pas quand ils essaient d'impressionner quelqu'un. Les enfants l'ont baptisé avant qu'Elise ne puisse décider si elle allait le permettre. Le mercredi de Colt, a déclaré Sawyer la deuxième semaine, comme si c'était un jour férié officiel. Il cuisinait dans la minuscule cuisine où elle devait se mettre de côté juste pour se faufiler entre la cuisinière et le réfrigérateur. Il s'y déplaçait avec le calme d'un homme qui cuisinait depuis longtemps. Mais il n'en faisait jamais un spectacle. Il laissait les enfants aider. Et c'était la partie qu'Elise n'arrivait pas à comprendre. Car quand elle les laissait entrer dans la cuisine, Sawyer renversait de la farine partout. Micah se disputait sur les mesures exactes. Et Blythe restait là à regarder comme si elle notait tout le monde. Mais avec Colt, Sawyer remuait la casserole sans renverser. Micah mesurait la farine sans se disputer. Et Blythe se tenait à côté de lui sur un petit tabouret et faisait exactement ce qu'il faisait. Un temps plus lentement, comme une petite ombre. « Tu dois arrêter. » Elise lui a dit un soir après que les enfants avaient fini de manger. Ils étaient dans le salon à regarder des dessins animés, le ventre plein et les yeux lourds. Il faisait de la vaisselle, il n'a pas levé les yeux. « Arrêtez quoi? » Les lumières, la serrure, la nourriture, venir ici, tout ça. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je sais. Alors pourquoi? Il a coupé l'eau, s'est séché les mains sur une serviette, s'est retourné pour la regarder. La cage d'escalier était sombre. Ta serrure était cassée. Les enfants avaient faim. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Ce n'est pas une raison. C'est la seule que j'ai. Et c'était ça le problème. Il ne lui donnait rien contre quoi elle pouvait se rebeller. Pas de flirt, il ne la touchait pas. Jamais. Pas même quand ils se tenaient dans cette cuisine si petite que leurs épaules se frôlaient presque. Aucune remarque déplacée laissant entendre qu'il voulait quelque chose de plus. Il venait seulement, cuisinait, réparait ce qui était cassé et partait. Chaque fois, il disait « Verrouille la porte » avant de partir. Chaque fois, elle la verrouillait. Mais il y avait une chose qu'il faisait qui lui a pris presque 4 semaines à remarquer. Il se tenait toujours entre elle et la porte. Dans la cuisine, il se tenait le plus près de la porte de la cuisine. Dans le salon, pendant que les enfants regardaient des dessins animés, il prenait la chaise la plus proche de la sortie. Dans le couloir, il marchait du côté extérieur. Dans chaque pièce, à chaque fois, sans exception. Elle l'a remarqué un mercredi soir quand il s'est levé et a changé de place. Parce qu'elle s'était rapprochée de la porte plus que lui. Il l'a fait naturellement, aussi naturellement que de respirer. Et elle a compris alors que ce n'était pas de la courtoisie. C'était de l'instinct. L'instinct d'un homme pour qui la place entre le danger et les personnes à protéger était la place où il se tenait toujours. Elle n'a rien dit à ce sujet. Mais elle l'a vu. Et le fait qu'elle l'ait vu a changé quelque chose de très petit et de très profond en elle. Quelque chose qu'elle n'était toujours pas prête à nommer. C'était le 5e mercredi soir. Les pâtes étaient finies. Les enfants dormaient. Sawyer s'était endormi le premier parce qu'il s'endormait toujours le premier, même s'il jurait toujours qu'il n'était pas fatigué. Puis Blythe a suivi en silence, comme elle faisait tout. Et enfin, Micah, celui qui s'allongeait toujours en dernier. Parce qu'il ne dormait pas tant qu'il n'était pas sûr que les 2 autres dormaient, 5 ans et déjà veillant sur le sommeil de ses frères et ses sœurs, comme si c'était un devoir qui lui avait été confié avant même qu'il n'apprenne à parler. L'appartement était calme,
Colt se tenait à l'évier, les manches retroussées, lavant chaque assiette avec un soin que personne n'aurait attendu d'un homme avec des mains comme les siennes. Élise était assise à la table de la cuisine, les deux mains enroulées autour d'une tasse de thé déjà froide, regardant son dos. Elle l'avait regardé cuisiner depuis 5 semaines maintenant. Elle l'avait regardé apprendre à Micah à écrire. Écouter Sawyer raconter des histoires sans fin. L'avait regardé s'asseoir tranquillement à côté de Blythe pendant qu'elle dessinait, sans avoir besoin qu'il dise quoi que ce soit, seulement qu'il soit là. Elle l'avait regardé faire tout cela avec une patience qu'elle ne pouvait pas comprendre, parce qu'elle aimait ses 3 enfants plus que tout au monde. Mais la patience n'était pas quelque chose qui lui restait. Elle avait dépensé toute sa patience à survivre, à se lever chaque matin à 5 heures et à ne pas s'effondrer avant 4 heures de l'après-midi, à prétendre que tout allait bien devant 3 enfants assez intelligents pour savoir que ce n'était pas le cas, mais assez aimants pour faire semblant de la croire. Comment peux-tu être si patient avec eux? A-t-elle demandé. Elle ne l'a pas regardé en demandant. Elle a regardé dans son thé. Il ne s'est pas retourné. Il a continué à faire la vaisselle. Ils sont faciles à être patiente avec. Pas vraiment. Sawyer parle jusqu'à ce que tes oreilles bourdonnent. Micah se dispute sur tout. Et je veux dire tout, y compris la bonne façon de plier une serviette. Et Blythe, elle s'est arrêtée. Blythe ne parle pas, et parfois c'est plus dur que les 2 autres réunis. Il a coupé l'eau, s'est séché les mains, s'est retourné et s'est appuyé contre l'évier, la regardant. Ils sont exactement qui ils sont, dit-il. Chacun d'entre eux, rien de caché, pas d'angle, pas de spectacle. Ils sont justes. Silence, elle a levé les yeux de son thé. Leurs regards se sont croisés. Contrairement à certaines personnes, dit-elle doucement, presque trop doucement pour être entendue. Mais dans cette petite cuisine silencieuse, tout pouvait être entendu. Il n'a pas répondu. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a bougé derrière ses yeux. Rapide, profond, puis disparu. Et elle a su qu'elle venait de toucher quelque chose de réel. Personne n'a rien dit d'autre. Il a pris son manteau. « Verrouille la porte », dit-il, comme à chaque fois. Elle a verrouillé la porte, comme à chaque fois. Puis elle laisse rester là quelques secondes de plus, une main toujours sur le peigne, son front touchant presque le bois. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit dans le noir, la respiration régulière des 3 enfants venant de la pièce voisine. Et elle a pensé à la façon dont il l'avait regardée quand elle avait dit ça, pas la façon dont les hommes la regardaient habituellement. Le genre de regard qu'elle avait appris à reconnaître et à contourner quand elle était encore très jeune. C'était différent. C'était le regard de quelqu'un qui venait d'être vu à l'endroit même où il ne voulait pas être vu, et ne savait pas s'il devait avoir peur ou être soulagé. Elle y a pensé plus longtemps qu'elle n'aurait dû. De l'autre côté de la ville, dans le penthouse de Back Bay qui, sur le papier, appartenait à une société écran que personne ne pouvait tracer. Colt se tenait près de la fenêtre, regardant les rues de Boston à 1 heure du matin. Finch était rentré chez lui depuis longtemps. L'appartement était grand, sombre et silencieux. De la manière dont les endroits trop grands pour une seule personne sont toujours silencieux. Il a pensé aux mots, contrairement à certaines personnes. Et qu'elle avait plus de raison qu'elle ne pouvait l'imaginer. L'organisation Brennan n'était pas quelque chose qu'il avait choisi, c'était quelque chose dont il avait hérité. Son père l'avait construite à partir des années 1980. D'un petit groupe à Charlestown à l'une des familles les plus puissantes de la côte Est. Et quand son père est mort, Colt avait 23 ans. Pas assez vieux pour diriger un empire, mais assez vieux pour comprendre que s'il ne s'asseyait pas sur ce fauteuil, quelqu'un d'autre le ferait. Et cette personne n'épargnerait personne à qui Colt tenait. Il avait tenu ce fauteuil pendant 13 ans, l'avait rendu plus grand, plus froid, plus strict, était devenu le genre d'homme qui, quand il entrait dans une pièce, faisait que les gens se levaient ou arrêtaient de respirer. Et chaque relation qu'il avait eue s'était terminée au même point, le moment où elles découvraient qui il était. Pas parce qu'elles avaient une peur, bien que certaines l'aient été, mais parce que la façon dont elles le regardaient changeait. Soudain, il n'était plus l'homme avec qui elle dînait, mais la chose qu'il possédait, les choses qu'il pouvait leur donner. Le pouvoir qu'elle voulait soit côtoyer, soit fuir. Personne ne le regardait sans d'abord regarder à travers cette couche. Il avait accepté cela, ou il pensait l'avoir accepté,
jusqu'à ce qu'il s'assoie sur une chaise en plastique blanc dans une laverie, apprenant à un garçon de 5 ans à écrire la lettre W. Et personne dans cette pièce ne savait ce qu'il était, sauf un homme en manteau sombre qui savait cuisiner des pâtes et réparer des lumières, jusqu'à ce qu'une femme mince aux yeux bien trop fatigués et bien trop fière pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit, le regarde et dise, contrairement à certaines personnes, de la voix la plus douce qu'il ait jamais entendue pour dire une vérité si lourde, il voulait ça. Il voulait être connu avant que l'argent, le sang et le pouvoir ne s'interposent entre eux. Il voulait qu'elle le regarde exactement comme elle le regardait maintenant, comme un homme ordinaire debout dans sa cuisine, pas comme le nom sur un acte d'accusation fédérale rejeté. Il savait que c'était égoïste. Il savait que c'était un mensonge sous forme de silence. Il savait qu'elle finirait par le découvrir. Et quand elle le ferait, tout changerait, parce que ça changeait toujours. Mais pas ce soir. Ce soir, il se tenait près de la fenêtre et se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé. Et, et il s'est permis, juste pour un moment, de ressentir ce regard complètement avant qu'il ne disparaisse. Elle a commencé à remarquer les choses qui ne collaient pas la 6e semaine. Ce n'était pas un seul moment, mais de petits fragments. Le genre qui passerait facilement inaperçu si elle ne faisait pas attention. Mais Elise Marrero faisait attention à tout. Parce que quand on élève seul 3 enfants dans un quartier qui ne pardonne pas, faire attention est la façon de rester en vie. Ses mains, elle les a remarquées un mercredi soir alors qu'il coupait des oignons. Et elle se tenait assez près pour voir clairement. Ses articulations étaient calleuses, mais pas avec les callosités d'un ouvrier. Pas le genre qu'un charpentier ou un plombier aurait. Le genre auquel Sawyer l'avait d'un jour comparé. C'étaient des callosités différentes, dues exactement aux endroits qu'elle ne pouvait nommer, mais savait qu'elles ne venaient pas de la tenue d'un marteau. Et ses doigts, les articulations guéries depuis longtemps, mais toujours marquées. L'annulaire de sa main droite légèrement tordu, comme s'il avait été cassé et s'était ressoudé tout seul, ou avait été soigné par quelqu'un qui n'était pas médecin. Elle a regardé, puis a détourné le regard. Elle n'a pas demandé, mais elle a vu. Puis il y a eu l'appel téléphonique. Un soir, pendant que les enfants mangeaient et que Sawyer expliquait à Blythe pourquoi la purée de pommes de terre était meilleure que les frites, avec le sérieux d'un avocat s'adressant à un jury. Le téléphone de Colt a vibré sur la table de la cuisine. Il a regardé l'écran et Elise a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage auparavant. Un changement, pas grand, pas dramatique, seulement que son expression est devenue froide pendant une demi-seconde, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur derrière ses yeux, puis l'avait rallumé immédiatement. Si vite que si elle avait cligné des yeux au mauvais moment, elle l'aurait manqué. Mais elle n'a pas cligné des yeux. « Je dois prendre cet appel, dit-il. » Sa voix était normale, son visage était normal, tout était normal. Ah, Malanit, oh non, normal, sauf cette demi-seconde qu'elle avait vue et ne pouvait plus ignorer. Il est sorti dans le couloir. La porte de l'appartement ne s'est pas fermée complètement, laissée entr'ouverte, car la charnière du haut était lâche et il n'avait pas encore eu le temps de la réparer. Et à travers cette fente étroite, Elise a entendu exactement un mot. Régler. C'était tout. Un mot. Mais la façon dont il l'a dit n'était pas la façon dont il disait quoi que ce soit dans cette cuisine. Ce n'était pas la voix de l'homme qui apprenait à Micah à écrire des lettres. C'était une autre voix. Plate, solide, sans place pour les questions ou les objections. La voix d'un homme habitué à donner la réponse finale. Il est revenu, s'est assis et continué à manger comme si de rien n'était. Sawyer débattait toujours des pommes de terre. Blythe était toujours silencieuse. Micah a regardé Colt pendant exactement 2 secondes, puis a détourné le regard. Elise s'est demandé si le garçon avait aussi vu cette demi-seconde. Puis elle a remarqué quelque chose d'autre qu'elle aurait dû remarquer bien avant. La voiture. Chaque fois que Colt venait, il y avait une voiture noire garée au bout de la rue. Vitres teintées, moteur toujours en marche, et à côté, un homme pas toujours le même, mais toujours le même type. Debout, les bras croisés, les yeux balayant la rue, avec la vigilance de quelqu'un qui n'attendait pas, mais gardait. Elle avait déjà vu la voiture de nombreuses fois, mais elle vivait à South Boston, et les voitures étranges garées dans la rue n'étaient pas inhabituelles. Alors, elle avait laissé passer, jusqu'à ce qu'elle réalise que la voiture n'apparaissait que lorsque Colt apparaissait. À chaque fois, sans exception,
Et l'homme à côté ne regardait jamais son téléphone, ne fumait jamais, ne faisait rien d'autre que de rester là et de regarder, comme s'il protégeait quelque chose de précieux à l'intérieur du bâtiment. Elle a commencé à assembler les pièces, les mains durcies, l'appel téléphonique froid, la voiture de garde. La façon dont ces trois hommes sur le trottoir la première nuit l'avaient reconnu et avaient disparu. Comme si le voir signifiait voir une raison de fuir. La façon dont ils ne disaient jamais ce qu'ils faisaient, sauf je résous des problèmes. Les pièces n'avaient pas encore formé une image, mais elles s'en approchaient. Puis Micah a parlé. Pas un mercredi soir, mais un lundi après-midi quand Élise a récupéré les enfants après l'école. Il marchait d'à côté d'elle, un sac à dos trop grand pour son corps, silencieux de la manière dont Élise avait appris que cela ne signifiait pas qu'il n'avait rien à dire, seulement qu'il décidait s'il devait le dire. Maman, un homme m'a parlé à l'école aujourd'hui. Elle n'a pas arrêté de marcher. Pas encore. Quel homme? Il se tenait devant la clôture pendant la récréation. Il a demandé si je connaissais M. Brennan. Elle s'est arrêtée de marcher au milieu du trottoir, une main se resserrant sur celle de Sawyer à sa gauche, celle de Blythe à sa droite. À quoi ressemblait-il? Michael l'a décrit. Grand, cheveux courts, veste marron, ne souriait pas. Ce n'était pas Colt. Ce n'était pas l'homme à côté de la voiture noire. C'était un étranger. Un étranger qui connaissait le nom de Brennan et posait des questions à son fils à ce sujet. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Mademoiselle Riley lui a dit de partir. Il est parti. Michael a regardé, 5 ans, sérieux d'une manière qui lui faisait mal à la poitrine. J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon chéri. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Elle a ramené les enfants à la maison et verrouillé la porte et vérifié les fenêtres. Leur a donné à dîner comme d'habitude, les a baignés comme d'habitude, leur a lu une histoire comme d'habitude. A attendu que tous les trois soient endormis. Puis elle a pris son téléphone et a appelé Colt, la première fois qu'elle l'appelait. Pas pour le remercier, pas pour lui demander s'il venait mercredi. Sa voix était plate, stable, de la manière dont seules les personnes très effrayées peuvent la rendre stable. Quelqu'un était à l'école de mon fils aujourd'hui, posant des questions sur toi. Silence à l'autre bout. Pas le silence de la surprise. Le silence d'un homme traitant l'information très rapidement et très précisément. Décris-le. Elle l'a décrit comme Michael l'avait fait. 2 secondes de silence de plus. Je vais m'en occuper. Et c'est à ce moment-là que chaque pièce dans l'esprit d'Élise s'est déplacée. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la voix. Ce n'était pas la voix de l'homme qui réparait les lumières de la cage d'escalier. Ce n'était pas la voix de l'homme qui s'asseyait sur une chaise en plastique pour apprendre à un enfant à écrire la lettre W. C'était la voix qui donnait des ordres. La voix d'un homme qui ne demandait pas mais déclarait, ne suggérait pas mais décidait. Le genre de voix qui, quand elle disait « je vais m'en occuper », personne à portée de voix ne la prendrait pour une suggestion. Elle avait entendu cette voix une fois auparavant, la première nuit sur le trottoir. Ne les touchez pas. La même voix, le même homme, mais pas le même homme qu'elle avait laissé entrer dans sa cuisine depuis 6 semaines. « Colt », dit-elle lentement, « qui es-tu » Il n'a pas répondu à cette question au téléphone. Il a seulement dit « Personne ne sera plus à cette école. » Je te le promets. Puis il a raccroché. Elle est restée assise dans la cuisine sombre avec le téléphone encore à la main. Et elle a compris clairement pour la première fois qu'elle ne savait pas qui était cet homme, qu'elle ne l'avait jamais su. Elle a attendu que l'appartement soit complètement silencieux. Sawyer s'est endormi le premier, comme toujours, s'enroulant dans sa couverture au milieu d'une phrase inachevée et s'éteignant comme une lumière. Blythe a suivi, son lapin en peluche blotti entre son menton et sa poitrine, ses yeux se fermant avant même que sa tête ne touche l'oreiller. Micah s'est couché en dernier, regardant le plafond pendant un long moment, puis fermant les yeux avec le genre de discipline que seul un enfant qui s'était appris à obéir à ses propres ordres pouvait avoir. Élise est restée dans l'embrasure de la porte de la chambre des enfants pendant 2 minutes de plus, écoutant les 3 rythmes réguliers de leur respiration. Puis elle s'est retournée et est retournée à la cuisine. Elle a ouvert le vieil ordinateur portable qu'elle utilisait habituellement pour prendre des commandes de couture. L'écran légèrement jaune dans le coin supérieur gauche, le ventilateur cliquetant doucement au démarrage. Elle s'est assise sur la chaise de la cuisine,
celle avec le pied branlant calé par du carton plié, et a tapé dans la barre de recherche Colton Brennan, Boston. Les résultats sont apparus. Il n'y avait presque rien. Pas de LinkedIn, pas de Facebook, pas d'Instagram, pas une seule photo claire de son visage dans les 10 premières pages. Pour la plupart des gens, cela aurait signifié qu'il n'était pas important. Pour Elise, cela signifiait exactement le contraire. Parce qu'à une époque où tout le monde existe en ligne, un homme qui n'existe presque pas est un homme qui a une raison très spécifique de ne pas exister. Et cette raison est rarement quelque chose que vous voulez découvrir à 11 heures du soir pendant que vos enfants dorment dans la pièce voisine. Elle a continué à faire défiler. Page 2, page 3. Puis elle l'a trouvé. Un article du Boston Globe datant de 4 ans plus tôt, enfoui parmi des résultats sans rapport. Le titre mentionnait un procès fédéral. Elle a cliqué. L'article n'était pas long. Il était écrit de la voix sèche d'un journaliste de palais de justice. Le genre de voix qui n'a pas besoin de drame parce que la vérité est déjà assez lourde. Le nom Brennan apparaissait 6 fois. Il n'y avait pas de photo claire, seulement un plan lointain d'un homme en manteau sombre sortant du tribunal fédéral. Son visage détourné. Des avocats de chaque côté de lui. L'affaire avait été classée pour manque de preuves. Mais les mots entourant son nom n'avaient pas été classés. Crime organisé, entreprise criminelle, racket. L'organisation Brennan, que les enquêteurs fédéraux décrivaient comme l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués opérant sur la côte Est. Elle a lu cette phrase 2 fois, puis elle a fermé l'ordinateur portable, ou elle ne l'a pas éteint. Elle l'a seulement refermé et la lumière de l'écran a disparu. Et la cuisine est redevenue sombre. Elle laisse rester assise là, silencieuse dans le noir. Le réfrigérateur bourdonnant, le doux bruit de la pluie à l'extérieur de la fenêtre. Et elle a pensé, pas de manière paniquée, mais lentement, une pièce à la fois, comme si elle tournait les pages d'un livre qu'elle ne voulait pas lire mais ne pouvait s'arrêter de lire. Elle a pensé aux pâtes du mercredi soir, à la façon dont il coupait les oignons avec des mains marquées par des articulations durcies, à la lettre de Bouhu sur la page du cahier de Micah, aux lumières de la cage d'escalier, à la nouvelle serrure, à la façon dont il disait « verrouille la porte » chaque soir. Et maintenant, elle comprenait qu'il ne le disait pas par politesse. Il le disait parce qu'il savait exactement quel genre de monde attendait derrière cette porte. Il le savait mieux que quiconque parce qu'il faisait partie de ce monde. Elle a pensé à la façon dont il l'avait regardé la nuit dernière quand elle avait dit « contrairement à certaines personnes ». Et maintenant, elle comprenait ce qu'avait été cette expression. Pas blessé, vu. Vu par la personne même à qui il cachait tout. Et elle a pensé à ses 3 enfants endormis dans sa pièce voisine. 3 petites âmes qui s'étaient attachées à cet homme, qui avaient nommé le jour où il venait, qui l'avaient dessiné sur le portrait de famille, qui avaient tenu sa main et refusé de lâcher. Et elle s'est demandé à qui il s'était attaché. L'homme qui s'asseyait sur une chaise en plastique blanc ou l'homme que le gouvernement fédéral décrivait comme l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués de la côte Est. Elle ne connaissait pas la réponse, et c'était la partie la plus effrayante de toutes. Ce mercredi-là, il a envoyé un texto dehors, comme il le faisait toujours. Elle a ouvert la porte comme elle le faisait toujours. Les enfants ont couru vers lui comme ils le faisaient toujours. Mais Elise était différente. Pas hostile, pire qu'hostile, distante. Elle se tenait dans la cuisine avec plus d'espace entre eux que d'habitude. Pendant qu'il cuisinait, elle ne s'est pas assise à table. Elle se tenait appuyée contre l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Il était le genre d'homme qui lisait une pièce avant d'y entrer. Et ce soir, cette pièce lui disait que quelque chose avait changé. Mais il n'a pas demandé. Il a cuisiné. Il a laissé Sawyer remuer la casserole. Il s'est assis à côté de Blythe pendant qu'elle dessinait. Il a vérifié les devoirs de Micah. Il a tout fait exactement comme il le faisait chaque mercredi soir. Et Elise se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant faire. Et maintenant, chaque geste familier portait une couche de sens supplémentaire qu'elle ne pouvait ignorer. Les enfants n'ont rien remarqué, ou Sawyer et Blythe n'ont rien remarqué. Micah a regardé sa mère exactement une fois, pendant un long moment. Puis il a détourné le regard et n'a rien dit. Et Elise s'est demandé à quel point le garçon savait, car il savait toujours plus qu'elle ne le pensait.
Elle a mis les enfants au lit. La routine habituelle, se brosser les dents, se changer, lire une histoire. Sawyer s'est endormi le premier. Blythe a suivi. Micah en dernier, regardant le plafond avant de finalement fermer les yeux. Elle a fermé doucement la porte de la chambre des enfants, s'est retournée vers la cuisine. Colt se tenait à l'évier, la main sur le robinet, mais sans l'ouvrir, le dos tourné vers elle. Il savait qu'elle était là. Il attendait. « Tu es qui ?» a-t-elle demandé. Sa voix était plate, ne tremblait pas, complètement contrôlée. Le genre de contrôle que seule une personne qui a passé 5 ans à s'entraîner à tout garder à l'intérieur peut avoir. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Il a fermé le robinet qu'il n'avait jamais ouvert, s'est séché les mains sur la serviette, puis s'est retourné, s'appuyant contre l'évier, la regardant. « Tu as déjà cherché ?» Ce n'était pas une question, c'était un fait. Il savait. Peut-être qu'il le savait depuis le moment où elle avait ouvert la porte ce soir et s'était tenue plus loin que d'habitude. « Oui, dit-elle, je l'ai fait. » Silence. L'horloge sur le mur de la cuisine, celle en forme de poulet que Sawyer avait choisie dans un vide-grenier, faisait tic-tac entre eux, comme si elle décomptait quelque chose. « Alors, demande ce que tu veux demander, dit-il. Tu es quoi? » Pas qui, quoi. Elle a choisi ce mot exprès et ils le savaient tous les deux. Il l'a regardé, il n'a pas détourné le regard. Il ne s'est pas préparé. Il l'a seulement regardé droit dans les yeux. Les yeux qu'elle avait vus devenir doux quand il se posait sur ses enfants et qui portaient maintenant quelque chose d'autre, de plus lourd, quelque chose comme de l'épuisement, mais pas de l'épuisement, quelque chose comme de l'acceptation. « Je dirige une organisation, dit-il lentement, clairement, chaque mot se posant entre eux comme une brique. Ce n'est pas légal, ce n'est pas sûr, et j'aurais dû te le dire avant de m'asseoir à cette table la première fois. La cuisine est devenue silencieuse comme seules les petites pièces peuvent le devenir, sans espace pour les échos. Tout est trop proche. Mes enfants sont-ils en danger à cause de toi? A-t-elle demandé. C'était la seule question qui comptait. Pas ce qu'il était, pas ce qu'il avait fait, seulement si ses enfants étaient en sécurité. Non. Tu es sûr? Je m'en suis assuré. L'homme à l'école de Micah, il ne reviendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a regardé sans ciller. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Elle a compris. Elle a compris exactement ce que cela signifiait. Pas les détails. Elle n'avait pas besoin des détails. Mais le sens lui-même était parfaitement clair. Et c'était la partie qui l'effrayait. Pas l'article, pas les mots crime organisé, mais la façon dont il a dit « il ne reviendra pas » avec un calme absolu, comme s'il parlait de la météo de demain. Et elle savait que ce n'était pas du calme, c'était de la familiarité. La familiarité avec la gestion de choses que les gens ordinaires ne gèrent pas. Une familiarité si profonde qu'elle ne troublait plus la surface. « Sors !» dit-elle. Elle n'a pas crié. Sa voix est restée au même volume qu'elle avait tenu pendant toute la conversation, contrôlée. Mais c'était le genre de contrôle qui se fissurait déjà sur les bords, et ils l'ont tous les deux entendu. « Élise, ne... » Elle a levé la main. « Ne commence pas avec mon nom comme ça. Tu t'es assis dans ma cuisine. Tu as cuisiné pour mes enfants. Tu as réparé ma cage d'escalier et changé mes serrures. Et je t'ai laissé entrer parce que je pensais que tu étais sûr. J'ai laissé mes enfants t'aimer parce que je pensais que tu étais sûr. Je suis sûr. Tu es un homme que 3 autres hommes ont fui à vue. Tu es un homme dont le nom apparaît à côté des mots « entreprise criminelle » dans une salle d'audience fédérale. Tu es un homme qui vient de me dire que quelqu'un ne reviendra pas et le pensait d'une manière à laquelle je ne peux pas trop penser ou je ne dormirai pas ce soir. Ce n'est pas sûr. Il n'a pas argumenté, n'a pas expliqué, ne s'est pas justifié. Il est seulement resté là et a encaissé chaque mot qu'elle a dit, comme s'il savait depuis longtemps qu'ils allaient venir et s'était préparé à l'impact. Et pourtant, se préparer ne signifie pas que ça ne fait pas mal. « Tu m'as laissé croire que tu étais quelque chose que tu n'es pas, » dit-elle. « C'est pire que de mentir. Un mensonge, je peux le combattre. Ça, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose à combattre. » Silence, sort, elle a dit à nouveau, plus doucement qu'avant. Pas parce qu'elle y était moins en colère, mais parce que garder sa voix stable lui avait déjà pris tout ce qu'elle avait. Il a pris son manteau, s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté. Il ne s'est pas retourné complètement, a seulement incliné la tête juste assez pour que sa voix l'atteigne.
Tout ce que j'ai fait ici était réel, dit-il. Euh, ah, dit-il, les lumières, la serrure, la nourriture, les mercredis, tout ça. Cette partie n'était pas un mensonge. Elle n'a pas répondu. Il a ouvert la porte et sorti dans le couloir vivement éclairé qu'il avait lui-même réparé. La porte s'est refermée. Le bruit de ses pas dans les escaliers réguliers, descendant du troisième au premier étage. Puis le bruit de la porte de l'immeuble se fermant. Puis plus rien. L'appartement était silencieux. Silencieux d'une manière qu'il n'avait pas été depuis 6 semaines. Car depuis 6 semaines, il y avait toujours eu une trace de lui ici. L'odeur de sauce sur la cuisinière, le bruit de l'eau à l'évier, le son de 3 enfants riant plus fort que d'habitude parce qu'il y avait quelqu'un pour rire avec eux. Maintenant, il n'y avait que le tic-tac de l'horloge poulet et le bourdonnement du réfrigérateur. Et Élise, debout seule dans la cuisine, les 2 mains agrippant le bord de la table, sentant la pièce plus grande qu'elle ne l'était vraiment. Le lendemain matin, Sawyer est demandé avant même qu'Élise ait réussi à verser le jus d'orange. « Où est-ce Colt? » Le garçon était assis sur sa chaise de cuisine, ses jambes se balançant au-dessus du sol, regardant vers la porte comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre. « Il avait des choses à régler, » dit Élise. Sa voix était normale. Elle s'était entraînée à cette voix normale depuis 4 heures d'un matin, allongée, les yeux fixés sur le plafond, sachant que cette question viendrait. « Quelle chose? » « Des choses d'adultes. »« Ce n'est pas une vraie réponse, » dit Mika de l'autre bout de la table. Il ne regardait pas sa mère. Il regardait son bol de céréales, mais sa voix la regardait droit dans les yeux. « C'est la réponse que j'ai pour l'instant, Micah. » Silence. Sawyer a regardé Micah. Micah a regardé ses céréales. Puis Micah a dit, sa voix plate, sans accuser, seulement énonçant la vérité, comme Micah énonçait toujours la vérité. « Vous vous êtes disputés. Mange tes céréales. Tu dis toujours ça quand tu ne veux pas répondre. » Elle a regardé son fils, 5 ans, la lisant comme un livre ouvert. Elle voulait dire que tout allait bien, que parfois les adultes ont besoin d'espace, que Colt était occupé. Mais elle s'était jurée, dès que les enfants avaient appris à parler, de ne pas leur mentir. Et le silence, même s'il n'était pas un mensonge, était plus bruyant pour Micah que les mots ne l'avaient jamais été. « Mange tes céréales, » dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois, presque en suppliant. Micah a mangé. Il n'a rien dit de plus, mais ses yeux ne l'ont pas quitté du reste du petit déjeuner. Le premier jour sans Colt est passé, puis le deuxième. Sawyer a changé en premier. Le garçon parlait moins. Élise n'aurait pas cru cela possible, car Sawyer parlait comme les autres respirent, constamment, sans contrôle, sans avoir besoin d'un public. Mais le deuxième jour, il s'est assis sur le sol du salon avec ses dinosaures en plastique et a joué en silence. Et le silence de Sawyer était plus bruyant que n'importe quel bruit qu'il avait jamais fait. Il mangeait moins aussi. Le soir du deuxième jour, Élise a fait du gratin de macaroni, le plat préféré de Sawyer, et il a mangé une demi-assiette avant de la repousser. « Je n'ai pas faim. » Sawyer n'avait jamais prononcé ces mots de sa vie. Micah était différent. Micah n'a pas perdu son énergie. Il l'a déplacée ailleurs. Chaque soir, après que Sawyer et Blythe soient allés au lit, Micah se dirigeait vers la fenêtre du salon. Il tirait le rideau fait d'un drap blanc fixé avec des clous, et regardait la rue en bas. « Est-ce qu'il est dehors ?» ait demandé Micah la première nuit. Élise se tenait derrière lui, a suivi la direction de ses yeux, et elle l'a vu. La voiture noire au bout de la rue. Vitres sombres, moteur en marche, un homme debout à côté, les bras croisés, les yeux balayant la route. Colt n'était pas là, mais la voiture y était toujours. « La voiture, dit Micah. C'est sa voiture, n'est-ce pas? » Elle n'a pas répondu. Il nous surveille toujours. Micah ne l'a pas dit comme une question. C'était une affirmation. 5 ans, et le garçon comprenait déjà quelque chose que beaucoup d'adultes passent leur vie à ne pas comprendre. Il y a des façons de rester à côté de quelqu'un sans être réellement là. « Allez, mon chéri, au lit. »« Il va revenir, n'est-ce pas? » »« Au lit de Micah. » Le garçon l'a regardé un instant de plus, puis il est parti. Mais la deuxième nuit, il s'est de nouveau tenu à la fenêtre. Et la troisième nuit aussi. Chaque nuit, la même question. Chaque nuit, la même voiture. Chaque nuit, Élise ne répondait pas, et Micah n'avait pas besoin qu'elle réponde, car il y avait déjà répondu lui-même avec ses propres yeux. Mais c'est Blythe qui a brisé Élise.
Blythe a arrêté de dessiner. Pas de dessiner moins, elle a complètement arrêté. Les crayons étaient toujours dans leur boîte sur le sol de la chambre des enfants. La vieille boîte en fer blanc qu'Élise avait achetée dans une friperie, et Blythe ne les touchait pas. Le premier jour, Élise a pensé que la petite fille était fatiguée. Le deuxième jour, Élise a laissé du papier et des crayons sur la table de la cuisine où Blythe s'asseyait habituellement. Sans rien dire, les laissant simplement là. Blythe les a regardés, puis a détourné le regard, ne les a pas touchés. Le troisième jour, Élise a compris que ce n'était pas de la fatigue. Blythe avait dessiné tous les jours depuis qu'elle avait appris à tenir un crayon. Tous les jours sans exception. Le dessin était de la façon dont Blythe parlait, car Blythe n'utilisait pas de mots. Elle utilisait des crayons, des couleurs, des formes. Et maintenant, elle avait cessé de parler de la seule manière qu'elle connaissait. 3 jours sans dessiner signifiait 3 jours de silence absolu de la part d'une enfant qui était déjà presque entièrement silencieuse. La troisième nuit, vers 11 heures, Élise est allée voir les enfants comme elle le faisait chaque soir. Elle a ouvert la porte doucement. La lumière du couloir est entrée juste assez pour qu'elle puisse voir. Sawyer était recroquevillé sur son petit lit, son visage tourné vers le mur, sa couverture tirée sur sa tête. Micah était allongé, droit et immobile, sur l'autre lit, son visage tourné vers la porte. Même dans son sommeil, le garçon veillait. Et Blythe. Blythe était allongé sur le matelas par terre, recroquevillé en une petite boule, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Et dans ses bras, au lieu du lapin en peluche, il y avait le dessin. Le dessin de 5 personnes, 2 adultes, 3 enfants, debout devant la maison. Blythe dessinait toujours de la même manière. Toit rouge, porte bleue, un arbre dans le jardin. Le papier était maintenant froissé, plié et déplié, et replié tant de fois que les coins s'étaient recourbés. Les couleurs des crayons s'étaient estompées aux endroits où ses mains l'avaient tenu encore et encore. Elle le tenait en dormant au lieu de son lapin, au lieu de la dernière chose sûre au monde qu'elle avait choisie dès le premier jour à la laverie. Élise est restée dans l'embrasure de la porte, puis elle s'est assise doucement sur le sol, s'est adossée aux côtés du lit de Micah et a regardé ses 3 enfants dans la faible lumière du couloir. Elle les avait protégés de tout. D'un appartement qui n'était jamais assez chaud, de dîners qui n'étaient jamais assez copieux, de l'absence d'un père qui ne s'était jamais montré une seule fois, de chaque coin sombre de South Boston et de chaque retour tardif la nuit. Et elle les avait protégés avec tout ce qu'elle avait, avec 2 mains, avec 2 emplois, avec 4 heures de sommeil et 20 heures d'éveil, avec fierté et avec un refus de s'effondrer. Mais elle ne pouvait pas les protéger de ça, de la perte de la seule personne, à part elle, qui les avait jamais fait se sentir en sécurité, de l'espace en forme de lui qu'il avait laissé derrière lui. Sur la chaise de la cuisine, à l'évier, à côté de Blythe chaque mercredi soir. Des 3 coups qui ne venaient jamais, du texto qui disait dehors et n'apparaissait jamais. Elle est restée assise là, sur le sol froid, et a regardé Blythe tenant ce dessin froissé. Et elle a pensé que peut-être garder ses enfants en sécurité et garder ses enfants intacts étaient 2 choses différentes. Et elle n'était pas sûre de pouvoir faire les 2 si elle devait le faire seule. C'était le 5e jour après le départ de Colt. Les enfants étaient chez Mme Pack car Élise avait pris un service supplémentaire le vendredi après-midi à la laverie. Le service où le propriétaire d'un petit hôtel près d'Andrew Square envoyait tous les draps de lit et payait 40 $ de plus si tout était fini avant 8 heures du soir. 40 $ signifiait 2 jours de lait, de pain et de beurre de cacahuètes. Alors Élise l'a pris, comme elle prenait toujours chaque service supplémentaire. Parce que quand on a 3 enfants, refuser de l'argent n'est pas un choix, c'est un luxe. Elle a quitté la laverie à 8h15. Il faisait déjà nuit. Une bruine du genre dont Boston ne semble jamais manquer. Assez fine pour ne pas ouvrir de parapluie, mais assez humide pour tremper votre manteau de froid après 5 minutes. Elle a marché vers l'immeuble de Mme Pack pour récupérer les enfants. La rue était familière. Lampadaire clignotant, trottoir fissuré, tout était normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La voiture s'est arrêtée au bord du trottoir devant elle. Ce n'était pas la voiture noire de Colt avec les vitres teintées. Une voiture différente, gris foncé, plus vieille, plus sale. Le genre de voiture qui ne veut pas qu'on se souvienne d'elle. Les 2 portières se sont ouvertes en même temps. 2 hommes sont sortis. Pas particulièrement grands, pas particulièrement costauds, mais leur façon de bouger n'était pas normale.
leurs yeux déjà sur elle avant que leurs chaussures ne touchent le trottoir, comme s'ils savaient exactement qu'elle passerait à cette heure. Elise Morrow. Elle s'est arrêtée, non pas parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter, mais parce qu'il connaissait son nom. Pas « Hey madame » ou « Excusez-moi », son nom complet. Qui demande? Sa voix est restée égale. Son visage n'a pas changé. À l'intérieur, tout se contractait. Juste pour livrer un message, a dit l'homme de gauche, sa bouche souriant, ses yeux non. Vous avez 3 enfants, n'est-ce que pas? Des triplés, mignons. Ils vont à l'école primaire Perkins. Dépôt le matin vers 7h45. Classe de Mademoiselle Riley. Elle n'a pas respiré, non pas parce qu'elle a oublié. Son corps est simplement refusé de respirer parce que la respiration a besoin d'espace. Et tout l'espace venait d'être arraché de sa poitrine. Il connaissait l'école. Il connaissait l'heure. Il connaissait le nom de l'enseignante. L'homme de droite s'est avancé, a attrapé son poignet rapidement. Pas assez fort pour faire un bleu, mais assez fort pour qu'elle comprenne qu'il pourrait être beaucoup plus dur s'il le voulait. De son autre main, il a levé son téléphone et a pris une photo. Une photo d'elle, debout sur le trottoir, mouillée, seule. « Dites à Brennan, dit-il en lâchant son poignet, que son petit projet à South Boston attire l'attention. Les gens sont curieux. Les gens pour qui nous travaillons sont curieux. Et la curiosité n'est bonne pour personne. Surtout pas pour une femme avec 3 enfants qui rentre seule le soir. » Ils sont remontés dans sa voiture. Les portières se sont fermées. La voiture s'est éloignée, a disparu au bout de la rue, comme si elle n'avait jamais été là. Trottoir vide, bruine, lampadaire clignotant. Elise est restée là où elle était, son poignet se souvenant encore de la sensation de ses doigts, et elle a tremblé. Pas de douleur. Son poignet ne lui faisait pas mal. Elle a tremblé parce qu'elle a compris. Compris avec la clarté aiguë qui vient parfois comme un couteau. Ses enfants ne connaissaient seulement un homme dangereux. Ils avaient été vus par ce monde dangereux. Leurs noms étaient maintenant dans la bouche d'hommes dont elle ne voulait jamais connaître les noms. Le bricole était dans les téléphones d'hommes qui prenaient des photos d'elle sur le trottoir. Les enfants n'étaient pas là. Ils étaient en sécurité chez Madame Pack. Mais en sécurité était un mot auquel Elise n'était plus sûre de croire. Elle a sorti son téléphone. Sa main tremblait, mais ses doigts ont trouvé le bon nom. Elle a appuyé sur « Appeler ». Il a répondu à la 2e sonnerie. Il n'a rien dit. Il a attendu. « Ils sont venus me voir, dit-elle. » Sa voix tremblait d'une manière qu'elle n'a pas essayé de cacher, parce qu'elle n'avait plus la force de la cacher. 2 hommes. Ils connaissent mon nom. Ils connaissent l'école des enfants. Ils savent à quelle heure je les dépose. Ils ont pris ma photo. Silence à l'autre bout. Mais ce n'était pas le silence qu'elle avait entendu auparavant. Pas le silence d'un homme qui réfléchit ou choisit ses mots. C'était un silence dangereux. Le genre de silence que Finch aurait immédiatement reconnu s'il avait été à proximité. Le genre qui lui aurait dit que quelqu'un venait de franchir une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. « Où sont les enfants? » Sa voix plate, froide, complètement contrôlée. Pas la voix qui réparait les lumières de la cage d'escalier. Pas la voix qui cuisinait des pâtes les mercredis soirs. La voix que les 3 hommes sur le trottoir avaient entendue cette première nuit et dont ils avaient fui. Chez Madame Pack. « Va là-bas maintenant. Verrouille la porte. Ne pars pas avant que j'arrive. » Il a raccroché. Elise est restée sur le trottoir pendant 3 secondes de plus. Puis elle s'est dirigée rapidement vers chez Madame Pack, vers ses enfants. La bruine tombait sur son visage et elle ne l'a pas essuyé, parce que sa main était occupée à serrer le téléphone de la même manière que Blythe tenait son lapin en peluche, comme la dernière chose sûre au monde. Et elle a pensé qu'il y a 5 jours, elle l'avait renvoyé pour protéger ses enfants. Et maintenant, elle le rappelait pour la même raison. Et cette contradiction aurait dû la mettre en colère. Mais ça ne l'a pas mise en colère. Ça l'a seulement effrayée. Finch travaillait pour Colt Brennan depuis 15 ans. Assez longtemps pour connaître chaque version de cet homme. La version qui s'asseyait dans une salle de conférence et faisait taire 12 hommes plus âgés que lui juste en se penchant en arrière sur sa chaise. La version qui se tenait sur les quais à 3 heures du matin, supervisant des choses que personne ne disait jamais à voix haute. La version qui était froide, calculatrice, précise, qui ne prenait jamais de décision par colère. 15 ans et Finch n'avait jamais vu Colt en colère. Jusqu'à ce soir,
Colt a terminé l'appel, a posé le téléphone sur la table, s'est levé. Pas vite, pas lentement, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il s'est levé que Finch a reconnu instantanément. De la même manière que l'on reconnaît l'odeur de fumée avant de voir le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Finch. Colt n'a pas répondu à cette question. Il est allé dans l'arrière-salle et a changé de manteau. Celui qu'il portait était en cachemire sombre. Celui qu'il a sorti était noir, plus lourd, du genre qui ne se souciait pas des tâches. Il a pris son téléphone, a passé le premier appel. Owen, les 2 hommes que Sutton a envoyés à South Boston ce soir, il me faut des noms et leur adresse actuelle. Il a terminé l'appel. Le deuxième. Finch n'a pas bien entendu qui a répondu, mais il a entendu la voix de Colt. Basse, égale. Chaque mot court et net, comme des balles glissant dans un chargeur. Sutton a dépassé les bornes. Je m'en occupe personnellement. Vider le bâtiment sur Dorchester Avenue. 20 minutes. Il a terminé l'appel. Le troisième, le plus court, seulement 4 mots. Prendre la voiture, maintenant. Finch n'a rien demandé d'autre. Il n'en avait pas besoin. 15 ans lui avaient appris que lorsque Colt Brennan changeait de manteau et passait 3 appels en moins de 30 secondes chacun. La question n'était pas ce qui s'était passé. La question était ce qui allait se passer. Ils ont traversé Boston en silence. Finch au volant, Colt à l'arrière. Pluie sur le pare-brise. Colt ne regardait pas par la fenêtre, ne regardait pas son téléphone. Il regardait droit devant lui avec une expression que Finch ne pouvait décrire que comme silencieuse. De la même manière que le centre d'une tempête est silencieux. Ils se sont arrêtés devant un bâtiment sur Dorchester Avenue. Vieille brique brune, porte en fer. Le genre de bâtiment que tout le monde dans le quartier savait qu'il valait mieux ne pas regarder trop longtemps. Colt a ouvert la portière de la voiture. « Attends ici, dit-il. Combien de temps? Tu sauras quand j'aurai fini. » Il est entré. La porte en fer s'est refermée derrière lui. Finch a coupé le moteur, s'est assis dans la voiture, la pluie tombant sur le toit. Rue vide. Finch a regardé l'horloge sur le tableau de bord. 12 minutes. Aucun bruit de l'intérieur. Pas ceux de cris, pas de fracas. Seulement 12 minutes de silence que Finch savait ne pas être silencieux du tout. La porte s'est ouverte. Colt est ressorti. Manteau noir. Sur le côté gauche du col, il y avait une marque qui n'était pas là quand il est entré. Sur les articulations de sa main droite, il y avait un nouveau signe qui n'était pas là quand il est entré. Son visage ne montrait rien. Sa respiration était régulière. Il est monté dans la voiture et fermé la portière. « Sutton ?» demanda Finch. « Réglé, définitivement. » Silence d'un instant. « Assez !» Finch a démarré la voiture, n'a rien demandé de plus. Assez, dans le langage de Colt Brennan, signifiait assez pour que les gens qui devaient comprendre comprennent. Assez pour que la ligne soit redessinée avec une encre qui ne pouvait pas être effacée. Mais pas plus que nécessaire, car Colt n'était jamais plus que nécessaire. Même dans la violence, surtout dans la violence. « Madame Pack », dit Colt, la laverie sur Emerson. Finch a conduit 14 minutes de Dorchester à South Boston. Colt a regardé sa main à la lumière des lampadaires qui passaient par la fenêtre. Puis il l'a fermée, l'a cachée. Ils se sont garés en haut de la rue. Colt est sorti, a marché jusqu'à la laverie, a frappé. Pas 3 coups, seulement 2. Rapide. La porte s'est ouverte. Madame Pack se tenait là, le regardant avec des yeux illisibles, puis s'est écartée. Et les 3 enfants étaient derrière elle. Sawyer l'a vu en premier. Les yeux du garçon se sont écarquillés. Sa bouche a tremblé. Et puis Sawyer, et hier l'enfant qui avait été silencieux pendant 5 jours. L'enfant qui avait mangé une demi-assiette de gratin de macaroni et l'avait repoussé. L'enfant qui avait joué avec des dinosaures en plastique seul sur le sol sans dire un mot, s'est mis à pleurer. Pas fort. Pire que fort. Silencieusement, avec des larmes coulant sur son visage alors qu'il essayait de garder une expression normale et échouait complètement. Colt s'est accroupi. Sawyer s'est jeté contre sa poitrine. Micah est venu plus lentement mais l'a atteint en même temps. Il a pris la main de Colt, toute sa petite main s'enroulant autour de 3 des doigts de Colt, et n'a pas lâché. Le garçon ne pleurait pas. Il s'accrochait juste si fort que ses articulations sont devenues blanches. Et Blythe, elle n'a pas couru. Elle a marché lentement, s'est tenue devant lui, a levé les yeux. Puis a grimpé sur lui comme on grimpe à un arbre. Les 2 bras agrippant son manteau,
les deux jambes autour de sa hanche, son visage pressé contre son épaule, et a dit la seule phrase qu'elle avait prononcée de toute la journée. « Tu es revenu. » Colt tenait Blythe d'un bras, l'autre main posée sur la tête de Sawyer. Il a regardé Micah. Puis il a levé les yeux par-dessus les têtes des enfants et a regardé Élise. Elle se tenait plus en arrière, appuyée contre le comptoir de la laverie, les deux bras enroulés autour d'elle-même, regardant sa main droite posée sur les cheveux de Sawyer. La main qui, 12 minutes plus tôt, était à l'intérieur d'un bâtiment sur Dorchester Avenue, faisant des choses qu'elle ne voulait pas imaginer. Et maintenant, cette même main caressait les cheveux de son fils avec une telle douceur que Sawyer a arrêté de pleurer. Deux mondes, une seule main. Personne ne les touchera, dit-il, la regardant droit dans les yeux. Jamais. Ce n'était pas une promesse. Les promesses peuvent être rompues. C'était un fait. Le genre de fait écrit dans 12 minutes à l'intérieur d'un bâtiment en briques brunes dont personne ne poserait jamais de questions. Madame Pack a mis les enfants au lit dans la pièce du haut. Matelas de rechange par terre, couvertures du placard, oreiller qui sentaient l'adoucissant. Sawyer s'est endormi le premier, épuisé par les pleurs. Micah s'est allongé mais a continué à regarder l'embrasure de la porte jusqu'à ce que Colt se tienne dans le cadre et dise « Je suis là, Micah. Dors. » Le garçon a fermé les yeux immédiatement, comme si c'était la seule chose qu'il avait besoin d'entendre. Blythe n'a pas quitté Colt jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté du matelas et qu'elle prenne un de ses doigts avant de finalement fermer les yeux. Sa main ne lâchant toujours pas, même après que sa respiration soit devenue régulière. Il est resté là 5 minutes de plus, puis a doucement libéré sa main de la sienne, s'est levé. Est descendu dans la cuisine de la laverie où Élise attendait. C'était une petite cuisine, une seule ampoule, l'odeur de savon et d'eau de javel dans l'air. Elle était appuyée contre le mur. Il se tenait près de la porte entre elle et la sortie, comme il le faisait toujours. « Tu as amené ton monde dans le mien, » dit-elle lentement, clairement, chaque mot placé entre eux. « Je t'ai dit de partir et tu es parti, et ils sont quand même venus me voir, ce qui signifie que peu importe que tu sois là ou non, mes enfants sont déjà là-dedans. Je peux les protéger. Pour combien de temps? La prochaine menace et celle d'après. Tu veux que j'élève mes enfants derrière le mur que tu construiras et que je prétende que c'est une vie? Je les veux en vie. Ils étaient en vie avant que tu n'arrives. » Silence, puis il a dit très doucement. « L'éteint-il? Tu as 2 emplois, tu dors 4 heures, la cage d'escalier n'avait pas de lumière pendant 8 mois. Il y avait un homme à l'école de Micah avant même que j'entre dans ta vie. Élise, tu ne le savais juste pas parce que personne ne surveillait. » Elle l'a giflé. Sa main était petite, fine, pas forte, mais elle portait tout ce qu'elle avait en elle. Il n'a pas esquivé, n'a pas scié. Sa tête a tourné légèrement avec la force, puis est revenu et l'a regardé à nouveau. « N'ose pas me dire que je ne les gardais pas en sécurité, dit-elle, sa voix tremblante. « Tu l'étais, dit-il, seul, et tu étais en train de craquer. » Elle a voulu le gifler à nouveau. Sa main s'est levée, puis s'est arrêtée, n'a pas frappé. Sa main est retombée et elle a pleuré, pas doucement. Elle a pleuré de quelque part de très profond, un endroit qu'elle avait verrouillé pendant 5 ans. Depuis la première nuit à l'hôpital, tenant seule 3 nouveau-nés. Depuis chaque matin se réveillant à 5 heures, déjà fatiguée avant même que la journée n'ait commencé. Depuis chaque nuit à regarder une cuisine avec seulement 3 chaises, et sachant qu'il n'y en aurait jamais une 4e. Tout est sorti d'un coup. Et elle est restée là à pleurer, les 2 mains agrippant le bord du comptoir derrière elle. Et elle détestait qu'il la voie comme ça. Et elle détestait qu'il ait raison. Et elle détestait ne pas pouvoir le détester, peu importe à quel point elle essayait. Il ne l'a pas prise dans ses bras. Il savait que s'il la touchait maintenant, elle le repousserait et ne le laisserait plus jamais s'approcher d'elle. Alors il est resté là, près de la porte, silencieux, attendant qu'elle reprenne son souffle, qu'elle s'essuie le visage, qu'elle se redresse toute seule, car c'est ainsi qu'Élise Marrero survivait à tout, par elle-même, et il a compris que la seule chose qu'il pouvait lui donner en ce moment, ce n'était pas ses bras. C'était l'espace pour qu'elle se relève à sa manière. Mais pour comprendre ce qui se passait vraiment, nous devons revenir en arrière. 3 semaines avant la nuit où Élise lui a dit de partir. 3 semaines avant que les 2 hommes ne l'arrêtent sur le trottoir. Retour à un mercredi soir ordinaire dans l'appartement du 3e étage, quand tout était encore intact et que Colt Brennan ne savait pas encore que sa vie était sur le point de changer.
d'une manière à laquelle personne dans son organisation, ni Finch, ni Owen, pas un seul d'entre eux, n'aurait pu le préparer. Sawyer voulait un livre, pas n'importe quel livre, mais celui avec le dinosaure qui savait cuisiner. Et le garçon insistait sur le fait que le livre était réel et qu'il était quelque part sur l'étagère, et qu'il devait être trouvé tout de suite parce qu'il ne pouvait pas dormir sans. Elise aidait Blythe à mettre son pyjama. Micah s'était déjà mis au lit parce que Micah n'avait jamais besoin qu'on le lui dise. Alors Colt est allé chercher le livre. La bibliothèque se trouvait dans le couloir étroit entre le salon et la chambre des enfants. Une vieille étagère en bois penchant légèrement d'un côté, qu'il avait réparée en coinçant un petit bloc de bois sous un pied, rempli de livres pour enfants, de livres de coloriage, de quelques romans de poche appartenant à Élise, et des objets divers pour lesquels un petit appartement n'a pas de place, et qui sont donc fourrés dans n'importe quel espace restant. Il a sorti quelques livres, cherchant le dinosaure qui savait cuisiner. Sa main a touché quelque chose derrière la rangée de livres. Dur, plat, un cadre photo, face contre le mur, caché derrière les livres, comme si quelqu'un l'avait mis là exprès, où personne ne le verrait. Il l'a sorti, l'a retourné, et tout s'est arrêté. La photographie. Élise, plus jeune, plus mince, si c'était possible d'être plus mince qu'elle ne l'était maintenant. Allongée dans un lit d'hôpital avec le genre d'épuisement que seules les femmes qui viennent d'accoucher portent, le genre d'épuisement qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'un corps qui vient de faire quelque chose au-delà de ses propres limites. 3 nouveau-nés, un sur sa poitrine, un contre son épaule gauche, un contre sa droite. Si petits qu'ils semblaient à peine réels, et elle les tenait tous les 3, seuls. Personne d'autre sur la photo. Pas de deuxième paire de mains pour aider. Pas de deuxième visage regardant l'appareil photo. Pas de fleurs. Pas de ballon. Pas de carte de félicitations. Seulement une jeune femme de 21 ans dans un lit d'hôpital tenant 3 nouveau-nés et regardant l'appareil photo avec des yeux qui disaient « Je le ferai, même si je ne sais pas comment ». Il a retourné le cadre. Au dos, une étiquette du hôpital, du genre qu'une infirmière imprime et colle sur une photo pour les nouveaux parents. Mère, Elise Marrero, date de naissance, triplé, et la date. Il a lu la date, l'a relue, puis est resté très immobile dans le couloir étroit avec le cadre à la main, et a fait le genre de calcul qui n'avait besoin ni de papier ni de stylo. La date de naissance des enfants. 9 mois. Cela tombait en octobre, il y a 6 ans. Octobre, il y a 6 ans. Le bar près du front de mer, il s'en souvenait. Pas le genre de souvenir vague, mais une mémoire nette et exacte, parce que c'était l'une des très rares nuits des 13 dernières années où il était sorti seul, sans Finch, sans Owen, sans personne. Seulement lui et la ville, et le sentiment de vouloir exister en tant qu'homme ordinaire pendant quelques heures, si rien d'autre. Un petit bar, lumière jaune, l'odeur de celle du port, et une jeune femme assise à 2 tabourettes de lui, cheveux châtains, yeux sombres, et une sorte de présence qu'il ne pouvait expliquer, mais ne pouvait s'empêcher de regarder. Elle avait ri. Il se souvenait de ce rire. Il se souvenait qu'elle lui avait posé une question sur la cicatrice sur sa mâchoire et qu'il avait dit « Une vieille erreur ». Et elle n'avait plus posé de questions parce qu'elle comprenait que certaines réponses n'ont pas besoin d'être creusées. Il se souvenait qu'elle était partie avant le matin. Il s'est réveillé et elle était partie. Et il n'avait pas de nom de famille, pas de numéro de téléphone, rien. Sauf le nom d'Élise et l'odeur de ses cheveux sur l'oreiller. Il l'avait cherché pendant 6 ans de temps en temps, entre les réunions, les affaires et les comparutions au tribunal. Il avait cherché, pas de manière obsessionnelle, juste comme un petit espace vide dans son esprit que personne n'avait jamais rempli, en forme d'une soirée où il avait presque été ordinaire, et où quelqu'un l'avait regardé comme s'il était ordinaire. Il ne l'avait pas trouvé. Et puis, il a tourné dans une rue de South Boston sous la pluie. Et l'a vu protégeant 3 enfants avec son propre corps contre 3 hommes. Et il l'avait reconnu dans les 2 premières secondes, mais n'avait rien dit. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas et encore, et il avait besoin de le comprendre avant d'ouvrir la bouche. Maintenant, il comprenait. Il a reposé le cadre photo, a regardé vers la chambre des enfants. Micah venait de passer dans l'embrasure de la porte pour aller chercher de l'eau. Et Colt a regardé le garçon dans la lumière du couloir.
A regardé ce petit visage sérieux et a vu la fossette sur le côté gauche exactement comme la sienne. Il a regardé la façon dont Micah s'est retourné vers la chambre, s'est arrêté à la porte, et regardé à l'intérieur pour s'assurer que Sawyer était installé avant d'entrer. Et il a vu l'instinct protecteur que personne n'enseigne, parce qu'on ne peut pas enseigner quelque chose comme ça. C'est déjà là, dans le sang, dans son sang. Tout en lui est devenu complètement silencieux. Pas un silence de paix, mais un silence parce que trop de choses lui étaient tombées dessus en même temps, en ce même temps. Et son esprit a fait la seule chose qu'il savait faire quand il était submergé. Couper le bruit et commencer à traiter. Il a remis le livre sur l'étagère, a trouvé le livre sur le dinosaure cuisinier, l'a donné à Sawyer, a dit bonne nuit, a fermé la porte de la chambre des enfants. Tout était ordinaire, rien de différent. Elise n'a rien remarqué. Il était doué pour se cacher. Il avait passé sa vie à se cacher. Mais après qu'Élise et les enfants se soient endormis, il s'est assis seul dans la petite cuisine. Lumière jaune de l'ampoule du plafond, bourdonnement du réfrigérateur, pluie à la fenêtre. Et sur le réfrigérateur, tenu par des aimants en forme de fruits, le dessin au crayon de Blythe. 5 personnes debout devant la maison avec le toit rouge et la porte bleue. 2 adultes, 3 enfants. Il avait regardé ce dessin des dizaines de fois et avait toujours pensé que le deuxième adulte était le rêve d'un enfant, le genre de rêve que chaque enfant sans père dessine, la forme vide de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, il comprenait. La 5e personne n'était pas un rêve. La 5e personne, c'était lui. Le père. Il s'est assis sur la chaise aux pieds branlants, calé avec du carton, dans une cuisine pas plus grande que 6 mètres carrés. Un homme que le gouvernement fédéral décrivait comme l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués de la côte Est. Un homme qui faisait se lever 12 membres du conseil d'administration quand il entrait dans une pièce. Un homme qui contrôlait la moitié du silence de cette ville. Et il a regardé le dessin au crayon sur le réfrigérateur, fait par sa fille. Une fille dont il ne savait pas qu'elle était la sienne jusqu'à 10 minutes plus tôt. Et pour la première fois en 36 ans de vie, Colt Brennan ne savait pas quoi faire. Revenons maintenant au présent. La 3e nuit après que Colt ait quitté la laverie de Madame Pack, après la confrontation dans la petite cuisine sentant l'eau de Javel, après la gifle, après les larmes, il était parti. Pas de texto, pas d'appel, pas d'apparition. Mais la voiture noire était toujours garée au bout de la rue chaque nuit. Et Micah se tenait toujours à la fenêtre, regardant en bas. Et Blythe dormait toujours en tenant le dessin froissé. Et Sawyer était toujours silencieux, d'une manière dont Sawyer n'aurait jamais dû être silencieux. Et Elise était assise dans la cuisine, près de minuit. Les enfants endormis, l'appartement sombre, sauf pour la lumière de l'écran du vieil ordinateur portable. Et elle a ouvert à nouveau l'article du Boston Globe. La 3e fois qu'elle le lisait. La première fois, elle l'a lu pour savoir. La 2e fois, elle l'a lu pour être en colère. Cette fois, elle l'a lu pour comprendre. Elle l'a fait défiler plus lentement, passant les paragraphes sur le procès, sur l'organisation, sur les mots qu'elle connaissait déjà par cœur parce qu'il l'avait hanté pendant 2 semaines. Puis elle est arrivée à la dernière section, une partie qu'elle avait survolée auparavant. Parce qu'à l'époque, elle était trop occupée à être en colère pour lire attentivement. Une citation d'une source anonyme, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui le connaissait. Brennan n'est pas ce que les gens pensent. Quoi qu'il protège, ce n'est pas son empire. C'est quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Et je ne pense pas qu'il l'ait encore trouvé. Elle a lu cette phrase, l'a relue. Ses yeux se sont arrêtés sur les 3 dernières peines. L'ai encore trouvé. Et le souvenir est venu. Pas lentement, pas doucement. Il est venu comme une porte soufflée au milieu d'une tempête, soudain et incontrôlable. Et elle laisse rester assise là, dans la cuisine sombre, une main sur le clavier. Et soudain, elle n'était plus ici mais là. Il y a 6 ans, en octobre, à Boston, et elle avait 21 ans. Elle n'était dans la ville que depuis 3 mois. Elle n'avait encore rien, sauf une chambre partagée à Alston, et un travail à temps partiel dans un café près de Faneuil Hall, et le genre de liberté absolue qui appartient à une personne qui n'a rien à perdre, parce qu'elle n'a encore rien à quoi s'accrocher. Ce soir-là, elle est sortie boire un verre avec des collègues après le travail. Ils ont fini dans un petit bar près du front de mer, le genre d'endroit que les touristes ne connaissent pas
et que les locaux ne vendent pas. Lumière jaune, bois sombre, l'odeur de sel de mer s'infiltrant à chaque fois que la porte s'ouvrait. Ses collègues sont partis tôt. Elle est restée, non pas parce qu'elle avait trop bu, mais parce qu'elle ne voulait pas retourner dans la petite chambre sombre et rester là à regarder le plafond. Et au fond du bar, il y avait un homme assis seul, ne regardant pas son téléphone, ne regardant personne, juste assis là avec un verre de whisky et le genre de présence silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer, mais ne pouvait s'empêcher de remarquer. Comme s'il occupait plus d'espace que son corps ne le faisait réellement. Elle ne se souvenait pas qui avait parlé en premier. Peut-être elle, peut-être lui, mais elle se souvenait de la cicatrice le long du côté gauche de sa mâchoire. Longue, nette, ancienne. Elle avait demandé. Une vieille erreur, avait-il dit. Pas d'explication. Elle n'avait plus posé de questions parce qu'elle comprenait qu'il y a des réponses qui vivent derrière des portes que les gens choisissent de ne pas ouvrir. Et respecter cela est une forme d'intimité. Elle se souvenait de son rire, rare, bref, réel. Pas le rire que les gens utilisent par politesse, mais le rire de quelqu'un qui ne rit pas souvent. Alors quand il vient, il a du poids. Elle se souvenait de la façon dont il penchait de la tête quand il l'écoutait, légèrement vers la gauche. Exactement de la même manière que Micah penchait la tête quand il l'écoutait lire avant de dormir. Et maintenant, assise dans la cuisine sombre, 6 ans plus tard, elle l'a réalisé et a mis sa main sur sa bouche. Elle se souvenait qu'elle était partie avant le matin. Elle s'est réveillée à 4 heures, l'a regardé dormir, et une partie d'elle voulait rester si fort que ça l'a effrayée. Parce qu'elle avait 21 ans et n'avait rien. Et vouloir rester avec un étranger après une nuit était le genre de désir qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors, elle est partie. Pas de numéro, pas de nom de famille. Rien derrière, sauf le creux dans l'oreiller et l'odeur de ses cheveux, qu'elle ne savait pas qu'il se souviendrait pendant 6 ans. Maintenant, elle savait. L'homme au bar, l'homme sur le trottoir, l'homme assis sur la chaise en plastique dans la laverie, l'homme cuisinant des pâtes les mercredis soirs, l'homme que ses enfants appelaient à chaque matin, le même homme, la même cicatrice, le même rire rare, le même penchant de la tête. Et ses 3 enfants avaient ses yeux. Des yeux qu'elle avait vus depuis le jour de leur naissance, mais qu'elle n'avait jamais eu personne avec qui les comparer. Son cœur battait fort dans la cuisine silencieuse. Elle a fermé l'ordinateur portable, a pris son téléphone, l'a appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, n'a rien dit. A seulement attendu, comme il le faisait toujours. Il y a 6 ans, dit-elle. Sa voix tremblait, mais ne s'est pas arrêtée. Un bar sur le front de mer, octobre. Silence, autant. Long, elle a entendu sa respiration changer. Une femme qui est partie avant le matin. Silence plus long. Elle savait qu'il était là, à l'autre bout. Et elle savait qu'il savait exactement de quoi elle parlait. Parce qu'il le savait depuis longtemps, depuis 3 semaines avant qu'elle ne lui dise de partir. Depuis le cadre photo face contre terre derrière la pile de livres. Tu savais, dit-elle. Pas une question. Oui. La photo, tu l'as trouvée. Oui. Depuis combien de temps? 3 semaines avant que tu me dises de partir. Elle a fermé les yeux. 3 semaines. Il s'était assis dans sa cuisine, avait cuisiné pour ses enfants, avait appris à ses enfants à écrire, avait regardé ses enfants dormir, savait qu'ils étaient ses enfants et n'avait rien dit. Ce sont les tiens, dit-elle. Sa voix s'est brisée sur le 2e mot. Oui. Un mot plus lourd que tout ce qu'il avait jamais dit dans cette cuisine. Micah a ton visage, dit-elle. Je sais. La fossette, le côté gauche, et la façon dont il penche la tête quand il écoute, je sais. Blythe est ton silence. Elle observe tout et ne dit rien. Et quand elle parle, ça tombe comme une brique. Je sais. Sawyer, elle s'est arrêtée. Il a attendu. N'a rien de moi, dit-il, et sa voix a changé, s'est adoucie, presque chaude, plus proche que n'importe quel moment qu'elle avait jamais entendu de lui. Il est entièrement toi. Elle a ri. Pas exprès. C'est sorti entre les larmes comme quelque chose qui n'avait pas demandé la permission. Bref, humide, brisé, mais réel, et il l'a entendu. Silence. Long, humide aux 2 bouts de la ligne. Rentre à la maison, dit-elle. 6 heures du matin. Il ne faisait pas encore tout à fait jour. Parce qu'à Boston, à cette période de l'année,
6 heures étaient encore gris, encore flou, encore suspendu quelque part entre la nuit et le jour. De la manière dont cette ville retient tout. Jamais décisive, jamais claire, mais claire, toujours suspendue dans cet entre-deux. Élise était réveillée depuis 4 heures. Elle n'avait pas pu se rendormir après l'appel. Elle était assise à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'elle avait faite puis oublié de boire. Regardant dans le vide, attendant. Puis on a frappé. Pas le texto qui disait dehors, pas le signal d'un mot brillant sur un écran. Un coup sur la porte en bois. 2 coups rapides. Exactement de la même manière qu'il avait frappé à la porte de Madame Pack cette nuit-là. La première fois qu'il avait jamais frappé à la porte de cet appartement. Pendant toutes les semaines auparavant, il avait toujours envoyé un texto et attendu en bas. Il avait laissé ouvrir la porte de l'immeuble et le laissé monter. Mais ce matin, il a frappé, comme s'il comprenait que quelque chose avait changé et que sa façon de venir devait aussi changer. 6 petits pieds, c'est la première chose qu'elle a entendue après le coup. 6 petits pieds sur le plancher en bois. Rapides, inégaux, urgents. De la manière dont seuls les enfants peuvent être urgents. Parce que les adultes courent à la porte, mais les enfants y volent. Elle ne s'était même pas encore levée de sa chaise que Sawyer était déjà de l'autre côté du salon. Pieds nus, pyjama froissé, cheveux aplatis d'un côté, et il a ouvert la porte d'un coup sec avant qu'elle ne puisse dire un seul mot. Colt se tenait dans le couloir, manteau sombre, mains vides. Pas de sac de course, pas d'outils, ne portant rien d'autre que lui-même. Et Sawyer, l'enfant qui avait été silencieux pendant presque une semaine. L'enfant qui avait mangé une demi-assiette et l'avait repoussé. L'enfant dont le silence avait été plus fort que tous les sons qu'il avait jamais faits. L'a regardé et s'est mis à pleurer. Fortement, pleinement, le genre de pleurs que l'on ne peut retenir et que l'on n'essaie même pas. Il s'est jeté sur Colt et a pleuré dans son manteau, et Colt a posé une main sur le dos du garçon et est resté là, dans l'embrasure de la porte, et a laissé Sawyer pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Micah est venu ensuite. Il n'a pas couru. Il a marché comme Micah marchait toujours, avec détermination, avec contrôle. Même à 5 ans et à peine réveillé. Il est venu se tenir à côté de Colt, l'a regardé, n'a rien dit, puis a enroulé ses 2 bras autour de sa taille. Silencieux, serré, son visage pressé contre le côté de Colt, ses articulations blanches à force de tenir si fort. Micah n'a pas pleuré. Micah s'est accroché. Et Blythe, elle est venue en dernier, la plus lente, la plus petite, sortant de la chambre des enfants avec son lapin en peluche dans une main et le dessin froissé dans l'autre. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, l'a regardé par-dessus les épaules de ses frères. Puis elle a parlé, sa voix petite, claire, certaine. De la manière dont seule Blythe était jamais certaine, je t'ai dessiné à chaque fois, sur chaque dessin, je savais que tu viendrais. Colt a regardé sa fille, dont il savait maintenant qu'elle était sa fille. Il a regardé le dessin froissé dans sa main. 5 personnes debout devant la maison avec le toit rouge et la porte bleue, et il a compris qu'elle avait su avant lui. De la manière dont les enfants savent des choses que les adultes mettent des années à comprendre. Pas par la logique, mais par quelque chose de plus profond que la logique. Quelque chose que les gens appellent l'instinct ou l'intuition ou simplement l'amour dans sa forme la plus primitive. Tout ne s'est pas arrangé en une nuit. Élise le savait, et Colt le savait, et même Micah le savait probablement. Bien qu'il n'ait que 5 ans, il y avait encore des jours où Élise était en colère. La colère venait par petits moments, sans avertissement. Quand elle voyait Blythe grimper sur les genoux de Colt et pensait que sa fille aurait dû avoir un père depuis le début, ou quand elle regardait Micah faire ses devoirs et voyait la fossette sur le côté gauche, et pensait à 5 ans à regarder cette fossette sans savoir de qui elle venait. Elle se laissait être en colère. Elle ne le cachait pas, et Colt ne la pressait pas. Il venait, il cuisinait, il réparait des choses, il répondait aux questions quand elle en posait. Et elle en posait beaucoup. Cette fois, il répondait honnêtement à tout. Il lui a parlé de l'organisation Brennan sans l'adoucir, sans la justifier. Lui a parlé de son père la construisant à partir de rien. Lui a dit comment il avait pris ce fauteuil à 23 ans, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'y avait pas eu le choix. Lui a parlé des choses qu'il avait faites dont il n'était pas fier. Lui a parlé des choses qu'il avait faites qu'il referait s'il le devait. Il ne s'est pas excusé pour qui il était,
Mais il a dit une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. Si tu veux que j'abandonne tout ça, je le ferai. Ça prendra du temps, mais je le ferai. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ça lui a pris 2 semaines. 2 semaines de réflexion, d'observation, de pesée. 2 semaines à le voir assis sur le sol de la chambre des enfants, lisant pour Sawyer, vérifiant les devoirs de Micah, s'asseyant tranquillement à côté de Blythe pendant qu'elle dessinait à nouveau. Dessinait à nouveau parce que Blythe avait repris les crayons le jour où il était revenu, comme s'il n'avait jamais quitté sa main. Puis il l'a dit aux enfants, lentement, au bon niveau. Un soir après le dîner, les enfants étaient assis sur le canapé. Colt assis par terre en face d'eux, à hauteur des yeux, comme il s'asseyait toujours quand il leur parlait sérieusement. Micah a demandé en premier. Bien sûr, Micah a demandé en premier. « Es-tu notre papa? » Sa voix était plate, ses yeux directs, le genre de ton qui sonnait comme s'il demandait la météo, sauf que c'était plus lourd que la météo ne pourrait jamais l'être. « Oui, si, dit Colt. » Sawyer a regardé Micah, et regardé Colt, et regardé à nouveau Micah. « Tu savais tout ce temps et tu ne nous as rien dit. Pas tout le temps, mais plus longtemps que j'aurais dû. » C'était stupide, dit Sawyer. Ça l'était, dit Colt, vraiment stupide. Oui. Sawyer y a réfléchi pendant 2 secondes. D'accord, c'était tout. Blythe n'a rien dit pendant un long moment. Elle était assise entre ses frères, avec le lapin en peluche sur ses genoux, regardant Colt avec ses yeux immobiles qu'il savait maintenant être ses yeux dans son visage. « Mais tu es là maintenant, » dit Blythe. « Oui. Alors c'est bon. » Elle a tendu la main et lui a tapoté le bras, lentement et doucement. Le genre de réconfort bien plus vieux que 5 ans, mais entièrement Blythe. Et Elise se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant cela, et a mis une main sur sa poitrine et a respiré à travers. Micah a parlé en dernier, silencieux pendant tout ce temps, écoutant, traitant, et ne disant que maintenant ce qu'il avait décidé de dire. « Tu aurais dû nous trouver plus tôt. » Colt a regardé son fils. « Tu as raison, j'aurais dû. » Micah a hoché la tête. Un seul signe de tête, c'était tout. Acceptation, pas un pardon complet. Parce que Micah n'était pas le genre de personne qui pardonnait facilement. Mais l'acceptation. Et pour Micah, l'acceptation était déjà beaucoup. Blythe avait une présentation le vendredi. Chaque enfant de la classe apportait quelque chose à partager. Un jouet, une photo de famille, une pierre qu'ils avaient ramassée dans la cour et décidé qu'elle était spéciale. Blythe n'a pas apporté d'objet. Elle a apporté des dessins. Pas un dessin, 5, dessinés sur du papier blanc au crayon. Chacun de la même taille, chacun fait avec le même trait soigné que seul Blythe utilisait. Parce que la plupart des enfants de 5 ans dessinent rapidement et salement. Mais Blythe dessinait lentement, précisément. Comme si chaque coup de crayon disait un mot qu'elle ne disait pas avec sa bouche. La première image montrait une rue sombre, des lampadaires en jaune pâle, la pluie dessinée par de courts traits bleus verticaux. 3 petites silhouettes en pyjama debout sur le trottoir, une silhouette plus grande debout devant elle, les bras écartés, les protégeant. La deuxième image montrait une grande silhouette en noir debout dans la rue. Pas de visage dessiné clairement, mais il y avait une petite ligne le long du côté gauche de la mâchoire. Et avec ce seul trait de crayon, Blythe avait dessiné la cicatrice plus précisément que n'importe quelle photographie ne l'aurait jamais pu. La troisième image montrait la grande silhouette portant une plus petite. La plus petite silhouette avait les 2 bras autour du cou de la plus grande. 2 petites mains étaient clairement dessinées, agrippant fermement. La quatrième image montrait 5 personnes assises autour d'une table. La table avait des assiettes rondes et une casserole au milieu. Les pâtes du mercredi. Personne n'avait besoin d'explication. La 5e image montrait 5 personnes debout devant la maison. 3 rouges porte bleues, un arbre dans le jardin, 5 personnes se tenant la main. L'adulte de gauche était grand, vêtu de noir. L'adulte de droite avait les cheveux bruns. Les 3 petits se tenaient au milieu, tous se tenant la main. Personne ne se tenant seul. Son enseignante, Mademoiselle Riley, qui enseignait en maternelle depuis 14 ans, et avait vu des centaines de présentations avec des centaines de pierres déclarées spéciales, a envoyé un message à Elise cet après-midi-là. « Madame Marrero,
Je voulais que vous sachiez que la présentation de Blythe aujourd'hui était la plus belle chose que j'ai vue d'une élève de maternelle de toute ma carrière. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a montré les images une par une et a laissé la classe regarder. Et quand quelqu'un a demandé de quoi parlait l'histoire, elle a dit « C'est l'histoire de quelqu'un qui est parti et qui est revenu ». Le titre qu'elle lui a donné était « Celui qui est revenu ». Je pensais que vous devriez le savoir. Élise a lu le message sur son téléphone en se tenant derrière le comptoir de la laverie au milieu de son service de l'après-midi. Elle l'a lu une fois et ses yeux ont brûlé. Elle l'a lu une deuxième fois et a dû détourner le visage. Parce que Madame Pack n'était pas le genre de personne qui pouvait regarder quelqu'un pleurer sans faire de commentaire. Elle l'a lu une troisième fois, puis est simplement restée là avec le téléphone à la main et a laissé cette phrase se répéter dans son esprit. Celui qui est revenu. Ce soir-là, elle a ramené la cinquième image à la maison, celle avec les 5 personnes se tenant la main. Elle l'a épinglée sur le réfrigérateur avec l'aimant en forme de fruit, juste à côté du vieux dessin. Le premier, celui qui était devenu froissé à force d'être tenu par Blythe dans son sommeil quand Colt n'était pas là. 2 images côte à côte, l'ancienne froissée, les couleurs passées, les coins recourbés. La nouvelle lumineuse, les lignes claires, le papier plat, les mêmes 5 personnes, la même maison. Mais la nouvelle image avait quelque chose que l'ancienne n'avait pas. Tous se tenaient la main. Sawyer parce que Sawyer ne laissait jamais une histoire exister sans y ajouter sa propre partie. A raconté toute l'histoire à la classe le lendemain. Pas pendant la présentation officielle, mais à la récréation, à quiconque voulait bien l'écouter. De sa voix forte et avec la confiance absolue d'un enfant de 5 ans disant la vérité. Comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Mon père s'est perdu, a dit Sawyer, mais il nous a trouvés. Micah se tenait à côté de lui, écoutant, silencieux, jusqu'à ce que Sawyer ait fini. Puis Micah l'a corrigé, sa voix plate, ses yeux directs, avec l'exactitude que Micah appliquait à tout, du pliage des serviettes à la narration de l'histoire familiale. Nous l'avons trouvé, a dit Micah. Ce soir-là dans la rue, Blythe a tenu sa main en premier. Nous l'avons trouvé. Sawyer a ouvert la bouche pour argumenter et regardé Micah et refermé la bouche. Personne n'a contesté parce que Micah avait raison. Il l'avait trouvé, pas l'inverse. Mercredi soir, la petite cuisine avait maintenant 5 chaises autour de la table au lieu de 4. La quatrième, Colt l'avait apportée 2 semaines plus tôt. Pas neuve, achetée dans une friperie sur Broadway. Le bois d'une couleur légèrement différente, mais de la bonne hauteur. Et il n'avait pas dit un mot en la mettant dans l'espace vide. Il l'avait simplement placée là, et les 3 enfants s'étaient assis pour dîner comme si cette chaise avait toujours été là. Les pâtes bouillaient sur la cuisinière. La sauce tomate que Colt faisait lui-même parce qu'il n'utilisait pas ce qu'elle en pot. Non pas parce qu'il était difficile, mais parce qu'il avait dit à Sawyer qu'avec la sauce maison, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et Sawyer avait pris cette phrase comme une philosophie de vie depuis 3 semaines, rejetant tout ce qui allait être en conserve et exigeant de connaître les ingrédients exacts de tout ce qu'il mangeait. Micah était assis à table à faire ses devoirs. Une feuille d'exercice sur les lettres qu'il avait terminées en 2 fois moins de temps qu'il n'aurait dû. Mais il était toujours assis là à vérifier chaque lettre à nouveau, parce que Micah ne faisait jamais rien sans le vérifier 2 fois. Sawyer et Blythe étaient assis sur le sol du salon, assez près de la cuisine pour entendre et être entendus. En plein milieu de la 15e minute d'une dispute que Sawyer appelait importante et que Blythe appelait fausse. Les dinosaures sont meilleurs que les dragons, a dit Sawyer pour la 8e fois. Les dinosaures sont réels, les dragons non. Le réel, c'est mieux. Blythe a regardé son frère avec cette expression calme et patiente, de quelqu'un qui sait qu'elle a raison et n'a pas besoin de le prouver. Les dragons volent, a dit Blythe, et ils ont du feu. Le T-Rex a des dents de cette taille. Sawyer a écarté les bras pour montrer une taille qui n'était certainement pas proportionnée. Les dragons ont du feu et des dents, et ils volent. Mais ils ne sont pas réels. Ton argument non plus, a dit Blythe, puis elle s'est retournée vers son coloriage. Sawyer a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Micah pour de l'aide. Micah, sans lever les yeux de sa feuille d'exercice, a dit « Elle a raison, ton argument est circulaire. » Qu'est-ce que ça veut dire, circulaire?
Ça veut dire que tu continues à dire la même chose en pensant que c'est nouveau. Sawyer est resté immobile pendant 3 secondes. Puis, les dinosaures sont quand même meilleurs. Elise se tenait appuyée contre l'embrasure de la porte de la cuisine, les deux mains autour d'une tasse de thé, et a ri. Pas fort, mais avec le genre de rire qui ne vient que dans ces moments où l'on regarde sa vie et où l'on réalise que, peu importe à quel point tout est compliqué en ce moment précis, ça va. Colt se tenait à la cuisinière, le dos tourné vers elle, remuant la sauce. Elle a regardé son dos, ses larges épaules dans la chemise sombre, la cicatrice le long de sa mâchoire dont elle connaissait maintenant l'histoire. Pas toute, mais assez. La main tenant la cuillère en bois. La main qu'elle savait capable de faire des choses auxquelles elle choisissait de ne pas penser. Mais qui pouvait aussi caresser les cheveux de Sawyer jusqu'à ce que le garçon arrête de pleurer. Il s'est retourné, a éteint la cuisinière, a posé la cuillère en bois, l'a regardé et a dit « Je veux t'épouser ». La cuisine n'était pas silencieuse car Sawyer disait encore quelque chose sur les dinosaures dans le salon. Mais Elise était complètement silencieuse. Sa main sur la tasse de thé s'est arrêtée en plein mouvement. Micah a levé les yeux de sa feuille d'exercice. « Je ne fais pas de spectacle », a dit Colt. Il n'a pas bougé, n'a pas mis la main dans sa poche, ne s'est pas agenouillé. Il se tenait à côté de la cuisinière avec de la sauce tomate sur son tablier et parlait de cette voix calme comme s'il lui disait simplement que les pâtes étaient presque prêtes. « Je ne fais pas de discours, je te dis la vérité. Je veux que ce soit permanent. Je veux être ici officiellement, pas comme quelqu'un qui vient les mercredis, mais comme quelqu'un qui reste. Et je veux que, il a regardé vers les 3 enfants, ait mon nom. » Sawyer a arrêté de parler de dinosaures, a regardé Blythe, les yeux grands ouverts. « Il fait le truc », a chuchoté Sawyer, mais le chuchotement de Sawyer pouvait être entendu par tout l'immeuble. Blythe avait regardé Sawyer en retour, sans expression, mais ses yeux brillaient. Micah, tenant toujours son crayon, a regardé de Colt à Elise, puis de nouveau à Colt. « On devrait se taire ?» a demandé Micah, tout à fait sérieux. « Absolument pas », a dit Sawyer immédiatement. Elise a regardé Colt. L'homme qui était sorti de l'obscurité sur un trottoir de South Boston et avait dit 3 mots qui avaient fait disparaître 3 hommes adultes. L'homme qui avait réparé les lumières de la cage d'escalier sans un mot. Changer la serrure sans demander. Cuisiner des pâtes chaque mercredi et laisser ses enfants aider en cuisine sans chaos. L'homme qui avait caché le mauvais secret pour la bonne raison et dit la vérité quand elle l'avait exigé. L'homme qui s'était assis silencieusement dans la cuisine de la laverie pendant qu'elle pleurait et ne l'avait pas tenue parce qu'il comprenait qu'elle avait besoin de se relever seule. L'homme qui regardait ses enfants, leurs enfants, comme s'ils étaient la chose la plus importante qu'il ait jamais trouvée dans sa vie, et il les avait trouvés tard et le savait, et n'avait pas passé un seul jour depuis sans essayer de rattraper le temps perdu. « Oui, dit-elle. Un mot. » Les enfants ont explosé. Sawyer est sauté du sol et a poussé un cri qui n'était aucun mot dans aucune langue, seulement le son pur de la joie. Blythe s'est levé plus lentement, est marché jusqu'à Colt et a enroulé ses 2 bras autour de sa taille, et pressé son visage contre son côté, silencieuse. Mais la façon dont elle le tenait était plus forte que tous les cris de Sawyer. Micah a posé son crayon, a repoussé sa chaise, s'est levé, et s'est approché pour se tenir à côté de Colt avec ce bref signe de tête qui signifiait l'approbation. Et de la part de Micah, l'approbation était de la chose la plus précieuse qu'il pouvait donner. L'eau des pâtes a débordé. L'eau a jailli sur le côté de la casserole et sur la cuisinière avec un sifflement aigu. Colt s'est retourné et a éteint le brûleur d'une main, rapide et précis. Et de l'autre main, il a tiré Elise vers lui. Elle a enfoui son visage dans son épaule, dans la chemise sombre qui sentait la sauce tomate. Et quelque chose d'autre pour lequel elle n'avait pas de nom, mais auquel elle s'était habituée sans s'en rendre compte. Égalée a senti quelque chose de lourd qu'elle avait porté pendant 5 ans. Depuis la première nuit à l'hôpital, tenant seule 3 nouveau-nés, depuis chaque marche d'escalier sombre, depuis chaque bol de céréales divisé en 3, depuis chaque nuit à regarder le plafond en se demandant si elle aurait assez de force pour demain. Cette chose étant enfin soulevée, non pas disparaissant, mais soulevée par une main qui n'était pas la sienne, et elle l'a laissée être soulevée. Pour la première fois, elle a laissé quelqu'un l'aider à la porter. Ils se sont mariés un samedi de juin. Pas un grand mariage,
Pas le genre de mariage que les gens attendraient d'un homme qui pourrait acheter une église entière s'il le voulait. C'était dans le jardin d'une maison en banlieue de Boston, la maison que Colt avait achetée 2 mois plus tôt. Pas un manoir, pas un penthouse, mais une vraie maison avec de l'herbe, un érable, une clôture blanche et des chambres séparées pour chaque enfant. Et quand Elise a demandé pourquoi cette maison parmi toutes celles qu'il aurait pu choisir, Colt a dit « parce qu'elle ressemble à celle que Blythe dessine ». Et Elise n'a rien demandé de plus parce qu'elle n'en avait pas besoin. Des chaises blanches étaient disposées en 2 rangées sur l'herbe. Des fleurs sauvages dans des bocaux en verre parce qu'Élise n'aimait pas les fleurs coupées du magasin. Elle disait qu'elles avaient l'air triste. Et Colt s'en souvenait parce que Colt se souvenait de tout ce qu'elle disait, même quand elle ne savait pas qu'il s'en souvenait. Il n'y avait pas beaucoup d'invités. Madame Pack était assise au premier rang, portant une robe coréenne, le dos toujours douloureux. Mais elle a dit qu'elle avait vu ses 3 enfants depuis qu'ils étaient minuscules et rouges, et qu'elle n'allait pas manquer ce jour, même si elle devait y ramper. Finch se tenait à l'arrière, les bras croisés, le visage sans expression. Mais quand Colt a regardé en arrière, Finch lui a fait un petit signe de tête, bref. Et pour Finch, c'était l'équivalent d'un long discours de félicitations. Les 3 enfants ont dispersé des pétales de fleurs. Micah et Sawyer portaient de petits costumes gris. Blythe portait une robe crème avec un nœud. Et tous les 3 ont descendu l'allée entre les rangées de chaises avec une concentration sérieuse absolue. Comme si c'était le devoir le plus important de leur vie, ce qui, d'une certaine manière, l'était. Sawyer a laissé tomber un peu trop de pétales au même endroit parce qu'il a été distrait par un papillon qui passait. Micah les a dispersés uniformément, précisément, avec un espacement correct. Blythe a dispersé les siens lentement, posant chaque pétale comme si elle décorait quelque chose de sacré. Colt se tenait au bout de l'allée, vêtements sombres, pas de costume, pas de cravate. Parce que Colt n'était pas ce genre d'homme et Elise ne voulait pas ce genre de mariage. Et ce mariage leur appartenait à personne d'autre. Il l'a regardé marcher vers lui. Elise portait une simple robe blanche qu'elle avait trouvée dans une petite boutique sur Charles Roney Street. Après avoir emmené les 3 enfants avec elle, et que tous les 3 aient eu des opinions, et que toutes les 3 opinions se contredisaient. Et elle s'était tenue devant le miroir dans la cabine d'essayage pendant que Sawyer disait que c'était trop blanc. Micah disait que c'était bien. Et Blythe a seulement regardé et hoché la tête, et le hochement de tête de Blythe avait été suffisant. Elle a marché vers lui. Il se tenait là, attendant, comme il avait attendu tout ce temps. Patient, stable, sans se presser. Quand elle l'a atteint, il a pris sa main. « Salut », dit-il doucement. « Salut », dit-elle. Derrière eux, Sawyer s'est penché vers Micah et a chuchoté, mais les chuchotements de Sawyer étaient toujours assez forts pour que tout le jardin les entende. « Je t'avais dit que le plan marcherait. » Micah ne l'a pas regardé. « Tu n'avais pas de plan. » J'ai dit qu'il devrait rester. La première nuit, c'était ça le plan. Ce n'est pas un plan, c'est une phrase. Blythe, debout entre ses frères, n'a regardé aucun des deux, ses yeux toujours tournés vers l'avant, et a dit de la voix la plus petite mais la plus claire. J'ai tenu sa main cette nuit-là dans la rue. C'était ça le vrai plan. Sawyer a ouvert la bouche pour protester. Blythe s'est retourné et l'a regardé avec son regard calme et plat. Et pourtant, nous voilà, a dit Blythe. Sawyer a fermé la bouche. L'officiant s'est éclairci la gorge. Ils sont restés silencieux pendant environ 4 secondes. 6 mois plus tard, la cuisine. Parce que la cuisine était l'endroit où tout se passait dans leur vie. La nouvelle cuisine était plus grande que l'ancienne, mais d'une manière ou d'une autre, elle était toujours aussi chaleureuse. Peut-être parce que les mêmes aimants, en forme de fruits, étaient toujours sur le réfrigérateur. Les mêmes dessins au crayon de Blythe, la même tache de café sur la table qu'Élise avait toujours l'intention d'essuyer et ne le faisait jamais. Parce que c'était la preuve que des gens vivaient ici, vivaient vraiment ici, pas seulement existaient. Colt était assis à table, lisant quelque chose sur son ordinateur portable. Elise a posé le test de grossesse sur la table devant lui et a attendu. Il a baissé les yeux, a regardé le test, l'a regardé, s'est levé lentement, a posé ses 2 mains sur son visage, n'a rien dit pendant un moment. Ses yeux se sont remplis d'une manière qu'elle n'avait jamais vue pendant tout ce temps. Parce que Colt n'était pas un homme qui laissait l'émotion monter à son visage. Mais en ce moment, elle était là,
Toute entière, non dissimulée, incontrôlée. Un bébé, dit-il. Un bébé, confirma-t-elle. Il a pressé son front contre le sien. Sont restés comme ça, leur respiration se mêlant. Puis 3 petites voix sont venues du bout du couloir. Pourquoi c'est silencieux? A crié Sawyer. Le silence est suspect, a dit Micah. On devrait venir voir? A demandé Blythe. Elise a ri dans la poitrine de Colt. Il a répondu. Venez voir. 6 petits pieds sur le plancher en bois. Rapide, bruyant. 3 enfants en pyjama, cheveux en désordre, yeux curieux. Courant dans la cuisine comme si la cuisine était le centre de l'univers, ce qui pour cette famille, elle l'était. Elise s'est agenouillée à leur hauteur. Vous allez être de grands frères et sœurs, dit-elle. Silence pendant 2 secondes, puis du bruit, fort, chaotique, débordant. Sawyer a crié. Micah n'a pas crié, mais ses yeux se sont ouverts plus grands qu'elle ne les avait jamais vus. Dans la cuisine chaude, il a ressenti quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots dans aucune langue. Mais ce n'était pas grave, car certaines choses sont plus grandes que le langage. Colt se tenait au milieu de tout ça. Sa famille, 5 personnes, bientôt 6. Blythe a levé les yeux vers Colt. « Nous voulons le crédit pour ça, dit-elle. »« Pourquoi? » a demandé Elise. « Tout, » a dit Blythe. « Nous l'avons trouvé cette nuit-là dans la rue. »« Nous l'avons trouvé, » a dit Sawyer. « Je l'ai appelé super-héros en premier. »« Blythe a tenu sa main en premier, » a dit Micah. Blythe a regardé Colt, des yeux stables, une voix certaine. « Et je n'ai pas lâché. » Colt a regardé Elise. Elle l'a regardé en retour. Il a haussé les épaules très légèrement. « Ils l'ont fait, dit-il. Je serais parti cette nuit-là. Retourner à la voiture. Retourner à tout le reste. Ils ne m'ont pas laissé faire. » Dehors, Boston continuait sa vie. Voiture noire sur des rues mouillées. Appel téléphonique à 3 heures du matin. Pouvoir et obscurité, et argent et bâtiments en briques brunes où personne ne demandait jamais ce qui se passait à l'intérieur. Ce monde était toujours là. Il n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait pas. Mais à l'intérieur de cette cuisine, rien de tout cela n'était de l'histoire. L'histoire était ici. 5 personnes, bientôt 6, se trouvant à travers l'obscurité et les secrets. Les mauvais choix et les bons, le courage et la peur. Un sauvetage sur un trottoir ne durant que quelques secondes avait tout changé. Et 3 enfants en pyjama avaient décidé qu'un étranger dans le noir leur appartenait et avaient refusé d'avoir tort. Parfois, la vie nous place dans des situations que la logique ne peut expliquer. Quand un petit moment, une main tendue, une décision de ne pas lâcher prise change tout. Cette histoire nous rappelle que la famille ne commence pas toujours par le sang, mais parfois par un choix, avec le courage de rester quand partir aurait été plus facile. Et avec un amour patient qui ne demande rien d'autre que la chance de rester, que même les personnes les plus fortes ont besoin d'être vues, et même les personnes les plus fières ont besoin d'aide. Et parfois, les personnes qui vous voient le plus clairement sont des enfants de 5 ans en pyjama. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime » maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci chaque jour. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre ce soir. Nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir? Quel moment vous a le plus marqué? Était-ce le moment où Blythe a pris la main de l'étranger et a refusé de lâcher? Était-ce les dîners de Pâques du mercredi soir? Ou était-ce le moment où 3 enfants de 5 ans ont décidé que cet homme leur appartenait et ont simplement refusé d'avoir tort? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur. Nous lisons chaque ligne et chérissons chaque histoire que vous partagez avec nous. La vraie vie nous place parfois devant les mêmes types de choix. Entre la sécurité et la confiance, entre la fierté et le fait de recevoir, entre marcher seul et laisser quelqu'un marcher à nos côtés. Et nous croyons que chacun d'entre vous a sa propre histoire qui mérite d'être racontée. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et l'amour pour remplir vos journées. Merci d'avoir été là avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.